Soulja! Anneau de Jay! Corey! Commençons par le début du début. J'ai jamais voulu créer le label 7e ciel. Si j'avais fait un album, personne n'en voulait. Soulja t'a signé en 2019. T'essayais peut-être d'être un peu plus mainstream. J'ai vu des commentaires passer du genre sa musique a changé avec le switch à 7e ciel. Quoi qu'on te reproche puis ça te fait chier? Tu sais, des Chris tabarnak suicides vont pas nécessairement passer à la radio. Corey a percé la matrice, là. J'avais un enfant déjà en 2011. Il fallait que je fasse vivre ma famille, fait que je continue à travailler. À un moment donné, plus de shows, plus de chèques. Ken-Lo, vous avez signé en 2016, toi et la gang d'Aclair ensemble. Encore plus difficile de durer quand t'es un groupe. À un moment donné, ça craque. Pognez-vous des fois au sein d'Aclair ensemble? C'est ingérable. Ton premier album, tu l'as sorti en 2009, Hors Contrôle, puis c'est exactement la même année que tu t'es fait arrêter. 30 mois en prison, mais déjà sorti, puis 3 jours après, j'étais en show. T'étais encore connu autant en sortant de prison, même après 30 mois. Plus, parce que mon album est sorti quand même. Avez-vous un truc? Je suis tombé avec les amphétamines pour créer, quand j'ai commencé à écrire du rap. La vraie vérité de vérité, c'est que je fume toujours. Dans le milieu de la musique, y a-tu de la compétition? Là? La compétition est féroce. Ça finit toujours que t'es contre des gars que tu connais. Mais il y a des sneak diss des fois dans des chansons. Comme a dit Serpat quand il a gagné contre moi en 2009, c'est ma coupe Stanley, ça. Il avait gagné contre toi, hein? C'est perdu contre Sir Pathétique pour le Charlotte à Serpat. Hey, si ma blonde elle me tape ses nerfs, là, c'est quoi je fais, câlisse? Ben, c'est pas tant compliqué. Prends un break. Ouais, pis si je suis vraiment écœuré de pas bien filer. Tire-toi une bof ou prends un break. Si ton boss te met en ciboire, prends un break. Ton enfant vient chez Martin, prends un break. JMD, Frank pis le beau-frère, prennent un break. Hey, what's up la gang? Gros épisode aujourd'hui, c'est notre spécial 7e ciel. Moi pis la gang de Prends un break, on est au Centre Bell où il va y avoir un show le 10 novembre. Puis on vous a préparé un gros tirage. Frankie, qu'est-ce qui se passe? Ben si t'es membre de notre Patreon, mon coco, on fait tirer 3 paires de billets parce que le show, c'est la semaine prochaine. Il va y avoir tous les artistes de 7e ciel. Corias, il va y avoir Soulja, il va y avoir Alaclair, il va y avoir toute la gang de malades. Tu veux pas manquer ça. Fait que reste jusqu'à la fin, abonne-toi à notre Patreon si tu veux courir la chance de gagner la paire de billets de tes rêves. Mais aussi, abonne-toi aux vacances du King parce qu'à chaque semaine, on fait tirer 250$ cash! So, tu veux pas manquer ça, so, c'est Sunut vient nous encourager. Gang. Et aussi écouter le podcast jusqu'à la fin, ça va être un esti de bon podcast. Je vais juste rajouter ça, là. Chris de bon podcast. C'est ça que les joueurs y passent. Non, c'est ça, Zamba. Zamboni! Aïe, aïe. Hey, vous êtes terribles, man. On est 2 secondes in, les 4 avec leur cellulaire, man. Yo, bienvenue en 2023, man. Écoute, c'est pas tous les jours qu'on rentre dans cette rubrique. Ouais, ça c'est sûr. Hey, je pense que je suis le premier au monde de marcher sur la glace avec des slides. Ouh! You know what I'm saying? C'est ici que Kerry gaulait, tabarnak! Je savais pas qu'Émile, dans le temps, c'était un goaler. C'est le temps d'Émile faire des... Ouais, j'étais goaler, man. Atome. Vas-y, Emile, goal sur le Centre Bell. Déplacement. Ça, c'est le déplacement T. Si tu fais un T avec tes patins, puis là, ici, tu cut, là, tu déplaces dans moi. Là, tu peux mixer ça. Style papillon. Hey, I'm moving slow. I should call it a day and go. I'ma pop one more pill for the road. Je prends ce petit moment-là pour remercier chacun d'entre vous qui écoute ce podcast-là, puis tous nos autres podcasts. C'est grâce à vous qu'on peut montrer à quel point on est les plus G au Québec. Yeah! You know what's up? You know we gang! Come on! Tabarnak de Saint-Cyboire. Hey, check-moi ça, comment c'est beau, man. Ça va bien nos affaires. Aïe, On a le droit à de la salade de chou chez Saint-Cyboire. Ça me hype en tabarnak! Je bois une salade de chou! Les filles, souvenez-vous de ça, c'est les petites choses qui vous... Pourquoi on n'a pas pris de photos de groupe, nous autres? C'est qu'on est des épais, on est tous là avec nos cellulaires. On prend même pas de photos comme les rappers, là-dessus. Même de loin, Corias, on dirait Jack Leblanc. Tout est cool, les loges, jusqu'à temps que tu réalises que t'as la pire place du Centre Bell pour voir, non? Oh yeah! Oh yeah! Welcome back to the podcast number 1 around the
the world! Aujourd'hui, on a une nouvelle formule, mes petits minous. Prends un break et toujours en mouvement. On est au Centre Bell, le lieu le plus emblématique du Québec. On reçoit la gang de 7e ciel. Ouais, fou podcast, c'est un des podcasts qu'on a le plus de préparation. On dirait qu'on est dans un plateau télé. C'est la première fois qu'on fait un podcast de même. Puis j'aime notre setup. On est les trois à côté pour la première fois de l'histoire. On est comme des analystes à Radio des Sports. Ouais, analystes un peu trash. T'as créé un scandale hier, toi? Ouais, man, t'as-tu vu ça? Ouais, j'ai vu ça sur QC Scoop. Je pense que c'était du maquillage. Je pense que c'est une pub pour Fit Menu. QC Scoop, il pogne ça. Il dit que je me suis fait Carlson Bola. On met une image sur l'écran. C'est drôle en esti. Je peux pas croire. Il sait plus quoi mettre sur les réseaux, ce style-là. Hein? Ah, c'est... Mais ouais. je sais pas s'il a cru, parce que c'est le podcast qu'on a fait la semaine passée, c'est un spécial Halloween. Puis Jay s'est fait maquiller comme un gars qui s'était fait genre battre. C'était comme un homme battu. Il a tourné une vidéo avec son sel en arrivant. Je viens de me faire péter avec 2 gars. Finalement, il fait une pub pour Fit Menu. Genre, mais tu sais, ça paraît très bien là, que c'est fake. Là. Puis après ça, on dit que c'est notre spécial Halloween. Puis tout. Et QC Scoop a mordu à l'hameçon. Fait que là, ça a spiné dans les nouvelles. Puis t'étais la tête d'affiche. Ouais, man, je suis content, là. J'ai made it, je pense. Je suis rendu assez un household name pour avoir GNT s'est fait Carlson voler. Ben oui, pis ton ex t'a retexté pour ça. Ouais, ben là, Chris, ça s'inquiétait pour moi. Tu sais, je me suis fait Carlson voler. Tu sais. Il est rendu assez vite pour son propre scandale, puis se refaire texter par son ex. Fait que quand ça va bien, tes affaires, ça va bien. Exactement. C'est le 20e anniversaire de 7e ciel. Donc, on reçoit les gars de 7e ciel en table ronde. C'est exactement pour ça que je disais que c'est notre nouvelle formule. On va être 7 pour 7e ciel, mes cocos. On reçoit un... Oh, il est fort. Ah, c'est calme, hein? Ben, c'est un des rappers qui m'a dit de dire ça. Là, je l'ai pas appris tout seul. C'est le Big Boss qui a fait l'acronyme. Puis on reçoit un de mes idoles. Je vais le dire. Il m'écoute, il est là. On reçoit Soulja, on reçoit Corias, on reçoit Kenlo et Steve, a.k.a. Anno Dodge, qui sont sur le réseau depuis quasiment au moins 20-25 ans déjà. Ouais. Puis le 10 novembre, qui est la semaine prochaine, c'est le show 20e anniversaire, ici même au Centre Bell. Fait que si c'est pas fait, achète tes billets. Je pense qu'il y a encore de la place, boss, hein? Il y a encore une coupe de billets. Fait que on va laisser le lien dans la description. Va acheter tes billets. Tu veux pas manquer ça. Je pense qu'on est prêt à les recevoir. Hein? Ben, juste une petite affaire avant, parlant d'achat à ne pas manquer. On est encore commandité par Eros et compagnie, le meilleur sex shop du Québec, plus de 26 succursales. Oublie pas d'utiliser le code BREAK15. Fait que Frank, je pense qu'on est prêt pour la grande annonce. Parlez fucking go, mes petits minous. À tour de rôle, on accueille de Québec le seul et l'unique Soulja! Yeah! Oh, ouais. Comment tu vas, mon coco? Ça va, mon bro? Ça fait longtemps qu'on est dû pour se capter. Hein? Ben oui, ça fait quoi, 1 an et demi qu'on fait le podcast, puis je sais que j'ai dit au gars, le gars que je voulais podcaster, c'était toi. Là, t'es assis là, ben merci pour l'invitation. Vous êtes prêts pour le prochain? Je suis prêt pour le prochain. Parlay fucking go. C'est le Big Boss, un homme qui roule déjà depuis quasiment 25-30 ans dans le rap game. C'est le fondateur, le père de 7e ciel. On accueille Steve, a.k.a. Anno Dodge! Yeah! Ok, très bon, la relax. petite musique le au gars. montage, Ben là, oui, on va mettre chacun leur beat. Hein, Chris, de bonne idée. Ben oui, Steve. On va être démonétisé à ce fuck, mais c'est... Pas de trouble avec ça. De Saint-Eustache, maintenant rendu à Québec dans notre hood, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on accueille Corey! Let's go! Sir. Pas le choix de faire une entrée mémorable pour eux autres. rap, Ils l'ont tellement. OK, notre dernière invité, et non le moindre, du collectif À la Claire Ensemble, Kenlo! Pop, pop! À la Claire Ensemble! What's up, what's up? On vous cachera pas qu'on est un peu stressé. C'est la première fois qu'on reçoit plus d'invités qu'on est d'animateurs. Fait que... Ouais, c'est la première fois, mais on est des professionnels. Justement, on recevait 4 invités aujourd'hui pour parler du concert que vous allez faire au Centre Bell, qu'on pourrait qualifier quand même d'un concert historique pour les 20 ans de 7e ciel. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ça va être quoi la programmation, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour cette soirée-là qui va se dérouler le 10 novembre?
Programmation de tous les artistes. Donc, tous les artistes de 7e ciel vont être là. Je te dis pas dans l'ordre, je te dis pas le pacing. Ça, il va falloir que tu viennes. Surprise. Puis il va y avoir des artistes autres surprises qui sont pas nécessairement de 7e ciel, mais avec qui on a collaboré au fil des ans. Puis on peut spécifier aussi que c'est un show. Et non, c'est pas tout le monde qui vient donner son show. Corey vient pas donner son show. Moi, son show, est-ce que je me trompe? Ou c'est un long time de show où on se mélange tout, au fait. Ça, c'est un événement. Là. Ouais, c'est voilà, pas juste un show. Vous avez tous des featuring, toi avec Alaclaire, toi avec Corias, il y a Fouki, puis tout, ça va vraiment être un bel si événement. la veille, t'as vu Corey à Saint-Hyacinthe, c'est pas le même show le lendemain au Centre Bell. Faut pas s'attendre à... C'est unique comme événement. Voilà, c'est ça. Ah, c'est très nice. Puis vous appréhendez ça comment, vous autres? Est-ce que c'est un stress d'envergure d'habitude? Vous êtes tout le temps le main du show. Comment vous voyez ça? Ben pour moi, je trouve ça, c'est stressant à cause de l'ampleur de l'événement, à cause de justement, l'événement, c'est au Centre Bell, c'est une pression supplémentaire, mais moi, je trouve ça un peu moins stressant qu'un show solo où je dois assumer le show du début à la fin, le leader, que c'est moi qui tu sais, si moi, je fuck up, ben, le show est sur moi, tu sais, là, c'est un petit peu plus, tout est réparti, c'est un show de gang, fait que il y a quelque chose de plus excitant que de stressant, mettons, à faire ça. Puis, c'est vraiment... un show où on va faire des affaires qu'on n'a jamais faites en spectacle avant aussi. Fait que... tu vas danser, genre? Je danse toujours. T'es toujours venu voir mes shows, man? En même temps, tu vas pas être celui qui fuck le show non plus. Mais non, mais tu sais, ça, c'est pas stressant, mais tu sais... Bref, non, je vais pas être celui qui va fucker le show, je t'assure. Non, je parle pour moi. C'est ça, justement, pour toi, tu reviens sur scène après plusieurs années off. Tu appréhendes ça comment de revenir sur scène? Ah non, c'est stressant pour vrai. Moi, je pratique non-stop là, depuis... je fais des répètes à chaque jour. Là. Dès que je marche, je m'en vais à la pharmacie. J'ai mon beat dans les écouteurs puis je rappe. Je suis en train de pratiquer pendant que je vous parle. Là. OK. Tu vas te faire chanter consentant au crowd? Non, ça c'est un autre, c'est le prochain Vidéotron. Puis tu sais, niveau ambiance, genre, ça doit être un des plus... Tu sais, c'est la plus grosse salle au Québec pour faire un show, mais tu sais, vous avez fait déjà des gros shows dans des festivals, des trucs comme ça. C'est-tu plus de pression? Tu sais, l'ambiance, est-ce que c'est meilleur quand c'est une salle à l'intérieur ou tu sais, ça revient au même tant qu'il y a du public, il y a du public? Genre? Ben là, je pense que c'est comme ni l'un, ben c'est complètement autre chose, là, parce que là, c'est en dedans, mais c'est comme le Centre Bell, right? C'est ça, c'est huge, là. Je pense que c'est autre chose que jouer dehors ou en salle. It feels like, ça, c'est arena, ça va être sportif, vibe. Moi j'ai un vibe qu'on vient ici pour faire du sport, là. So, c'est ça. Tu sais, il faut que tu vendes l'étiquette. Donc, tu sais, les personnes qui sont là, tu sais, mettons, tu peux jouer dans un festival, il y a 30 000 personnes, mais peut-être là-dedans, il y en a 4 000 qui passent avec ses bébés, quelque chose. Fait que là, tu sais, ces billets-là, tu les as vendus, ils sont venus voir ce show-là. Fait que, tu sais, elle est là la différence. À date, on a 300 billets de vendus, ça se passe super bien. Sur 15 000, il va y avoir combien de personnes? Alors, ici, la configuration, c'est 7005. 7005, OK. Fait que t'as la scène qui va être à peu près sur la ligne bleue. Mais écoute, c'est ça. L'idée, c'est de faire vraiment un survol des 20 ans. C'est pour ça que ça s'appelle aussi 20 ans d'ascension. C'est vraiment de survoler les 20 dernières années avec, c'est ça, montrer un petit peu l'histoire du label, en gros. Ben, tu parles d'un survol. Commençons justement par on va faire le survol de 7e ciel. Commençons par le début du début. Anno Dodger, je m'en rappelle, les premières tunes que t'as sorties, puis tout. Ça a commencé comment, ton amour pour le rap, puis de commencer à mettre ça de l'avant pour le public? En fait, j'ai découvert le rap, histoire longue, mais j'ai grandi en Abitibi. Je suis parti 2 ans vivre avec mon père en Ontario, à Thunder Bay. Puis j'ai rencontré un gars qui m'a influencé, qui était plus vieux que moi. Il jouait au basket, il rappait. Puis on parle de 89, c'était vraiment les débuts du rap. Puis... T'es-tu né? Mais non, Ben non. un 99. T'étais à moins de 10 ans. Yo, je rappelle déjà. Puis écoute, je suis revenu, j'ai déménagé avec ma mère, je suis revenu, puis là, j'étais déjà accroché au rap. Mais on était vraiment peu nombreux à Rouen à triper sur le rap, fait qu'on s'est un peu rassemblés. Moi, déjà, j'avais comme objectif d'être un rapper. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas de beat, il n'y avait pas de producer là-bas, il n'y avait pas de studio spécialisé. Mais j'ai toujours écrit, puis je rappais sur des instrus, tout ça. Puis un peu plus tard, j'ai rencontré des gens qui étaient de Montréal et Québec qui ont commencé à produire mes beats. Puis
c'est là que ça a commencé et j'ai jamais voulu créer le label 7e ciel. C'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est vraiment parce que j'avais fait un album, personne n'en voulait, donc il a fallu que je crée le label pour sortir mon CD. Donc c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Fait que c'est ça. Puis ça a été fait, ça a été créé en 2003. Puis c'était ton premier album que tu voulais sortir. C'était Premier Set, c'est ça? Ça, c'est le premier album que tu as sorti. Puis là, à ce moment-là, est-ce que tu voulais mettre ta carrière de rap un peu sur la glace pour te focusser sur le label ou c'est comme arrivé par la force des choses? Ah, c'est ça. J'avais créé le label pour sortir le premier album. J'ai sorti, qui m'a quand même permis de faire plein de shows un peu partout au Québec. Bon, j'étais pas la tête d'affiche, mais je me greffais. Dès qu'il y avait un show quelque part, j'appelais, j'ai dit, t'as-tu un spot pour moi? J'ai pas d'argent, c'est pas grave, je vais y aller. Je payais mon gars, j'y allais, je voulais absolument me faire boire. Puis j'ai sorti mon deuxième album en 2006. En 2006, j'ai fait un remix de la Beat à Tibi qu'on a appelé le Beat à Tibi avec Raoul Duguay. Okay. Donc ça, c'était un peu l'hymne national de la Bitibi à l'époque. Puis ça a connu un succès important là, au niveau des radios commerciales et à Musique Plus. Donc ça m'a permis de grossir un peu plus. Puis après ça, il y a eu d'autres signatures qui sont arrivées. Mais c'était pas le but, c'était vraiment de me produire moi-même. Donc c'est comme ça que ça a été créé. C'est quand que tu as décidé de faire le switch, que tu t'es dit là, mettons, je deviens un businessman, puis je m'occupe du label, puis je laisse la carrière de musique plus de côté? Ben, c'est arrivé assez naturellement, mais j'ai rencontré Samian, qui est un autre artiste de l'Abitibi, qui était de Picogan, près d'Amos, une communauté près d'Amos. Puis c'est les gars de Loco Locas qui me l'avaient présenté. Puis on s'est retrouvés sur un même show. J'avais vu sa proposition. Il y avait des revendications fortes pour les Premières Nations. Je trouvais ça super intéressant. Puis il y avait une super présence. Ouais. Puis il n'y avait pas vraiment de contact dans le milieu. Donc moi, ce que j'ai dit, hey, écoute, moi je peux t'aider. On peut collaborer ensemble. Puis on peut te monter un projet. Puis on va le sortir. Ma structure est petite, mais j'ai quand même une couple de ressources. Puis surtout, je suis motivé. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu Corias, Dramatique et... Tout est arrivé un peu naturellement, organiquement. C'est ça, t'as signé Corias avant son premier album, right? Ton premier album, tu l'as produit, ça a été produit par 7e ciel. Ouais, exactement. Puis ça a quand même été un gros succès, cet album-là. Ça t'a permis de faire plein de trucs. Là, tu t'as fait les Francopholies, t'as fait le Festival d'été de Québec, puis après ça, t'as genre fait les Francopholies comme à toutes les années, genre. Exact. C'est-tu 7e ciel, tu penses, qui t'a donné comme ce genre de crédibilité-là pour être capable de faire le tour du marché québécois? C'est toujours, tu sais, un succès, c'est un travail d'équipe. Pour n'importe quel succès, c'est toujours comme ça. T'sais. C'est rare que c'est juste une personne qui est la cause. Là. La musique est là, c'est sûr que c'est super important, mais le push que j'ai eu avec 7e ciel pour m'établir dans le mainstream, m'établir dans les médias, tout ça, puis avoir juste du booking de show, avoir des contacts, tout ça, c'est sûr que c'est Steve, c'est 7e ciel qui m'a aidé à prendre ce step-là, mais c'est avec des objectifs communs. T'sais. C'est un travail d'équipe. Qu'est-ce que tu veux pour ta carrière? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Donc, oui, c'est sûr que la musique a une grosse part là-dedans. Le fanbase embarqué, tu peux pas le calculer. Tu as beau mettre tout le budget, les efforts possibles pour que la musique soit là. C'est sûr que c'est la base, mais oui, c'est sûr que 7e ciel, ça a fait que j'ai pu mettre un petit peu plus sur la map. Là. Puis ça serait quoi le plus gros avantage de signer un label? Puis ça serait quoi le plus gros désavantage de signer un label? C'est vraiment une bonne question, ça, parce que surtout de nos jours, si tu es capable de t'autosuffire avec Internet, avec la façon que la mise en marché de la musique est faite, tu peux le faire. Mais à cette époque-là, c'est vraiment pas la même chose, c'est beaucoup plus difficile. Moi, ça m'a permis d'apprendre un petit peu les rouages de l'industrie, comment ça fonctionne, parce que j'avais aucune idée. Tout ce que je faisais, c'était surtout le créatif. Fait que ça m'a appris un petit peu c'est quoi la business. Ça m'a appris à me professionnaliser, à me responsabiliser. Quand tu es lié contractuellement, des engagements, il faut que tu step up, justement, ça m'a permis aussi de lâcher ma job de jour, à cette époque-là, là, je parle de, mettons, 2010-2011, quand mon deuxième album est sorti en 2011, c'est là que j'ai considéré, OK, je pense que je peux vivre de ça, je pense que je peux juste faire ça. Je travaillais encore dans les centres d'appel, puis j'avais un enfant déjà en 2011, puis il fallait que je fasse vivre ma famille, fait que je continuais à travailler. À un moment donné, plus de shows, plus de chèques, un petit peu plus d'exposure dans les médias, j'étais comme, OK, je pense que je peux lâcher ma job. Ça, je pense pas que moi j'ai pas les reins assez solides, je m'y connais pas assez en business, je connais pas assez l'industrie, je suis pas assez discipliné, je suis trop tête en l'air, j'ai besoin de gens qui m'aident pour m'organiser et tout ça. Fait que c'est ce que ça m'a procuré un label.
C'est ça, t'étais comme backé. Puis toi, c'est intéressant parce que c'est ça, t'as comme commencé ta carrière avec 7e ciel. Mais mettons, toi, Ken Lo, vous avez signé en 2016, toi puis la gang d'Aclair ensemble. Puis vous étiez quand même déjà big au Québec. Là, vous aviez un bon nom dans le rap game québécois. C'est quoi, toi, les avantages de signer avec un label quand vous avez déjà un nom établi, mettons? À un moment donné, c'était expand les possibilités. Là. Puis aussi, c'est ça, comme il a dit, à un moment donné, c'est la family life là, qui rentre. Là. Quand il y a des kids, là, ça devient un peu comme... T'es comme, faire tous les chapeaux en même temps. Là. Après que j'avais fini mes tracks, je vais faire des emails. Après ça, c'est comme... C'est comme, à un moment donné, c'est comme, c'est ça, on voulait garder la musique au centre. Avec Alaclair, avant qu'on soit avec 7e ciel, on se distribuait des chapeaux, un qui fait les droits d'auteur, un autre DT, le booking, l'autre marketing, etc. Mais là, le volume était rendu trop gros. Là. On n'arrivait pas à suivre le volume auquel c'était rendu. Puis c'était juste naturel. C'était un link aussi qu'on connaissait déjà, Steve, depuis un bout aussi. Certains dans le groupe depuis très longtemps, tout ça. C'était juste c'était un vibe naturel. C'est nice que ça n'ait pas feel comme juste comme aller voir un label. C'est le bon fit. Là, tu vois ce que je veux dire? On n'est pas allé comme faire du magasinage pour un label. Là. C'était comme... Moi, je me souviens, là, à l'époque de mon deuxième album, à peu près, j'avais eu un talk avec Ogden. Puis je me souviens plus avec qui, mais en tout cas avec... Là, il disait fuck les labels. Là. Je disais, bro, considère Steve, man. J'étais comme, c'est pas la même affaire, c'est pas comme un major, c'est pas... il était comme fuck that, bro. Puis à un moment donné, il y a eu des rencontres, il était comme non, ok, ça se passe, puis vous avez fait le switch. 7e ciel, c'est le plus gros label au Québec. J'aimerais savoir, Ken Lo, c'est quoi sa plus grande qualité à Steve en tant que businessman, puis pourquoi vous y faites confiance? Attention à ce que tu dis, bro. Et moi, c'est surtout le fait que c'est un craquette de basket comme moi, là. C'est sa plus grande qualité. Non, blague à part, à part ça, je dirais que non, c'est vraiment le... Je pense la tête, il y a la tête froide, à la fois très friendly et tête froide. Nous, on est très comme... Tu vois, quand tu fais de la musique, t'es chaud, t'es toujours comme chaud, on fait ci, on fait ça, etc. Lui, il va toujours aborder chaque situation comme il est très, très zen, like, it's smooth. Comme même la décision la plus qui est supposée être difficile ou whatever, c'est juste comme il brasse des cartes comme si il joue son business comme si on jouait à un jeu de société, tu vois ce que je veux dire? So, ça fait bien de chaque décision va pas être, il y aura jamais de prise de nerfs. C'est le tempérament le plus smooth là, dans tous les gens, littéralement dans tous les gens que je connais là, je pourrais dire là, c'est un des tempéraments les plus smooth. So, tu feels jamais comme s'il va avoir de la pression là sur. Pour dealer avec des artistes, c'est pas mal le meilleur tempérament qu'il faut avoir. C'est ça, ça doit pas être évident toujours dealer avec. Surtout nous. Ouais, mais c'est ça, vous avez chacun des personnalités fortes là. On a l'air bien tranquille de même. C'est mon acouphène, ça? Tout le monde l'a entendu. Soulja t'a signé en 2019 avec 7e ciel. Yes. Ton dernier album, c'est Ad Vitam Aeternam, que t'étais avec Explicit. Survivant. Ouais. T'as quand même, je pense, changé un peu de style quand t'as signé avec 7e ciel? Non, pas du tout. Non? Au fait, dans la musique... Pas changer de style. Pas changer de style, mais t'étais un peu moins... Tes mots étaient un peu moins lourds. Non, selon moi, ce que j'ai constaté en tant que... Je pourrais faire le tour de mes derniers albums avec toi, puis il y a du gros hardcore dans quand même chaque album. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que même avant de faire mon switch, j'étais déjà avec 7e ciel en spectacle. Dans le fond, j'étais avec Explicit en prod, puis niveau spectacle, il y avait ça, mais j'ai jamais fait ma musique en fonction du label avec qui j'étais. Tu m'as pas dit que Soulja t'a demandé dans le contrat de dire des mots moins lourds sur tes albums? Non. Okay. Non. Je vais être sûr. Non, tu peux leur souligner dans ta... Non, mais pour vrai, c'est bien qu'on en parle, mais non... C'est sûr que parce que... Steve a jamais été non plus le genre de gars à me dire essaie d'éviter de dire ci, essaie d'éviter de dire ça. Puis, tu sais, des fois, je me dis... aussi, c'est... comment je pourrais m'exprimer? Tu sais, des fois, sans que le mot soit là, ce que je veux dire est là quand même. Puis, des fois, je pense que c'est... Comment je pourrais dire, même si j'ai pas mis le tabarnak dedans, il va être aussi efficace, tu sais, mais ouais.
Ben, c'est ça que moi, en tant qu'auditeur, j'avais un peu pu comprendre, puis aussi dans les entrevues que tu avais données, comme t'essayais peut-être d'être un peu plus mainstream, fait que tu t'étais peut-être un peu plus assagi. Hey, non, pas du tout. Non, C'est okay. important de le souligner. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Si les choses se sont passées de même, c'est arrivé juste comme ça. Puis je te dis, aucun de mes albums que je me suis dit hey, je vais y aller tout doucement pour devenir mainstream. Okay. Genre au contraire, là, si mettons j'en arriverais à faire ça dans la vie, probablement je ferais plus de musique, j'aurais plus de fun à le faire. Okay. Peut-être plus que il y a de la maturité qui a pris le dessus, j'ai vieilli avec les années. D'amour dans ton cœur. J'ai une famille, j'ai des enfants qui grandissent, qui écoutent ma musique. Mais là non plus, j'écris pas mes tracks en fonction de ça. T'sais. Moi, je pense peut-être que ça se fait tout seul. Ouais, voilà. Évolué, c'est ça, exact. C'est naturel. Tu faisais quelque chose, mais tu as évolué dans un son. Puis même Survivant, tu commençais déjà à explorer un peu plus le chant en tant que tel dans tes refrains, tout ça. Donc, on voyait que il y avait... Tu switchais un petit peu, tu étais moins hardcore, peut-être dans la forme. C'est peut-être ça que tu veux dire aussi. Dans le delivery, là. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, je comprends. C'est quoi qu'on te reproche, puis ça te fait chier, genre? Ou... Non, pas du tout, mais c'est bien qu'on en parle quand même, parce que des fois, j'ai vu des commentaires de passer du genre... sa musique a changé avec le switch à 7e ciel, mais je suis trop pas d'accord parce que au fait, c'est un deal qui s'est passé, puis même, je sais pas, ça m'a jamais... tu sais, ce qui se passe au studio, c'est au studio, puis après, ce que je livre à Steve, c'est ce que je livre à... Tu sais, Steve, il est pas à côté de moi au studio quand je fais mes peintures, là, tu sais. Ben, c'est qu'en fait, t'as évolué, mais le monde dit que t'as changé à cause de 7e ciel, fait que ça peut faire c'est chier. là qu'il y a l'erreur à penser, parce que, tu sais, le label a jamais vraiment... Le label, après, tu sais, il prend ta musique, puis il l'envoie partout, puis il encadre ça, tu sais. Mais le temps que ça se fait, c'est moi, puis c'est mon équipe de production qui le fait. Tu sais, je veux dire, Steve, il fait pas les beats, il fait pas le... Tu sais, il fait beaucoup de choses, là, mais c'est une autre équipe. Il supporte l'artiste. Il est pas là pour changer l'artiste. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Hein. J'ai déjà entendu ça, puis... Tu sais, nous, quand on travaille avec un artiste, c'est parce qu'on aime ce que l'artiste nous propose. Mm-hmm. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. C'est pas pour signer un artiste puis dire, hey, là, faut que tu changes ça. Hey, moi, si je veux travailler avec Soulja, c'est parce que c'est Soulja. Si j'aime travailler avec Corey, c'est parce que c'est Corey. Puis même chose avec Kano puis à l'Atlas. En même temps, ça serait pas non plus fou de penser ça, ou si l'artiste veut passer du côté plus sombre et devenir plus mainstream, que des fois, il y en a qu'il faut qu'il évolue dans un certain sens pour que ça passe à radio. Parce qu'il n'y a pas toutes les beats qui vont passer à radio. Tu sais, des Chris tabarnak suicides vont pas nécessairement passer à radio. Ben, tu l'as dit, Kano, je pense que c'est une infime partie de la musique qui passe à radio d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, puis aujourd'hui, t'as pas besoin de passer à radio pour connaître du succès nécessairement. Soulja, c'en est la preuve. Puis à l'Atlas, même chose. Donc, tu sais, oui, il y a certains artistes qui vont avoir peut-être le bon format pour jouer à la radio, mais la radio, c'est quoi dans l'équation, tu sais, je veux dire. Je comprends. Corey, il a percé la matrice, là. Ouais, mais ça, tu vois, c'est... tu vois, je suis Néo. Yeah, let's fucking go. Ouais, c'est ça. Je suis le glitch dans la matrice. Puis genre, la mais radio... bref, c'est ça, le... Excuse-moi, je te coupe. Non, vas-y, continue ton idée. Moi, ma relation que j'ai avec ça est un petit peu bittersweet, parce que oui, mettons, il y a des 5 à 7, je suis la tonne avec J. Scott qui roule à la radio et tout ça. Je t'ai pas répondu sur les désavantages d'être avec un label. Moi, des fois, je sens... pas nécessairement de la part à Steve, parce que moi, j'ai mis un pied dans la radio. Donc, à chaque projet, je sens une pression de faire un single radio. Puis moi, j'ai pas nécessairement envie de faire ça des fois, donc je me force. Puis ça sort, des fois, la musique sort pas naturellement, puis ça me met un petit peu des bâtons dans les roues. Puis c'est comme, tu sais, c'est un beau problème parce que j'ai l'opportunité de mettre des chansons à radio, mais des fois, ça vient un peu brouiller la créativité pour moi. C'est ça que je voulais m'enligner parce que, genre, vous autres, ça fait longtemps que vous êtes dans le rap game, puis il y a comme eu une grosse évolution, puis aussi maintenant, le monde peut utiliser beaucoup les réseaux sociaux pour promouvoir leur projet. Puis je me demandais, c'est quoi votre relation avec la critique? Parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est rendu vraiment différent. Là, avant, genre, ta toune, elle jouait ou je sais pas, mais le monde ne pouvait pas commenter direct en dessous « Ah, c'est à chier ça » ou whatever. Maintenant, tu sais, ça a changé. Le monde, ils se cacheront pas. Les keyboard warriors, on connaît tout ça. Nous autres aussi, on a beaucoup de hate des fois sur nos clips TikTok. Puis tout, vous autres, vous prenez ça comment, la critique? Ben, la critique, c'est de l'affection, là. En général, les gens, quand ils critiquent, c'est que... ils reconnaissent que tu existes, tu vois ce que je veux dire? So,
Puis pour ce qui est de la négativité, c'est comme la façon de survivre pour ça. Il y a des gens plus grands là, dans le business. Moi, je m'inspire beaucoup des joueurs de basket. Là, comme ils disent, il faut que tu traites ça comme du white noise. Là. C'est comme quand ta télé, il y a de la neige dans l'ancien temps, là, puis que ça griche, là, basically. It's what it is, c'est ce que je veux dire. Pour ma part, c'est comme ça que j'essaie de traiter ça. Puis de voir ça comme de l'affection aussi. Flip it, basically. Des confused haters, dans le fond. Ouais, c'est ça. Des confused fans. Il faut faire la différence entre du hate et de la critique aussi. Parce que la critique c'est toujours bon, avoir des critiques. Les gens, mettons, que ça fait longtemps qu'ils écoutent ma musique, ils me donnent une critique constructive d'une chanson, d'un projet ou whatever. Je suis comme, OK, je le prends en considération. Même chose pour les critiques, genre Philippe Renaud, là, au Devoir, là, tu sais. À chaque album, j'attends sa critique puis je veux voir qu'est-ce qu'il y a à dire dessus parce que c'est quelqu'un qui a une bonne oreille. Mettons, le dernier album, il est comme, il y a des trucs qui sont un petit peu trop similaires à l'album précédent, ça tourne en rond, tout ça. J'étais comme, OK, ça m'a un petit peu hurt de lire ça, genre. Après ça, j'étais comme. Ça t'a sonné une cloche. Ouais, ça m'a sonné une cloche. Je pense qu'il va falloir que j'aille ailleurs pour le prochain. Tu sais, va vraiment falloir que je sorte de cette espèce de pattern, de sujet, Fait que ça peut te permettre de grandir aussi si t'es ouvert à la critique constructive. Là. Mais tu sais, t'as mentionné que quand tu crées, tu veux créer de quoi pour toi, genre plus que pour les autres. Mais là, quand t'es en train de créer, tu crées aussi pour ce que ce gars-là va penser. Puis toutes les critiques constructives aussi. Fait que c'est quoi ta relation avec ça? Est-ce que, genre, quand t'es dans le booth, là, t'es comparé à avant? Parce que, mettons, tes premières tunes, je sais que t'étais là, tu wreckais, puis tu faisais juste uniquement ce que toi, t'avais le goût de faire, tu sais. Puis maintenant, avec l'évolution de ça, maintenant, c'est sûr que tu penses à plein d'autres choses. C'est vraiment drôle que tu dis ça parce qu'on dirait que j'essaye maintenant, quand dans le processus créatif que je suis en ce moment, là, quand j'écris, quand je fais les tracks, de me remettre dans ce mind state-là. Ouais. Quand il n'y avait pas toute la patente, quand il n'y avait pas les 20 ans de 6e ciel, quand il n'y avait pas le parcours, quand il n'y avait pas la pression, ça sortait juste naturellement avec aucun worry, là, tu sais. Puis se remettre dans ce mood-là, c'est possible. C'est vraiment possible, tu sais. D'être le plus honnête créativement, puis de faire ce que tu veux faire avec, tu sais. J'essaie toujours d'avoir quand même une ligne directrice pour l'album, puis d'être fidèle à ça. Mais je pense que moins, justement, quand ça fait longtemps que tu fais ça aussi, puis tu peux tomber des fois uninspired, puis ce que tu fais, c'est OK, non, je suis pas là encore. Ben, c'est d'essayer de te mettre dans des moods pour pouvoir stimuler la créativité le plus honnêtement possible. Aussi, pour le faire pour les bonnes raisons. La passion, quand elle est plus là, t'en fais plus, je pense. C'est quoi vos meilleurs trucs pour garder la passion après toutes ces années-là? Dans notre couple ou dans la musique? Tout, man! Donnez-nous votre wisdom, man. Il faut s'amuser à travers ça, je pense, puis être capable d'avoir du plaisir, parce qu'à un moment donné, l'aspect boulot prend tellement le dessus. Tu sais, même dernièrement, j'en discutais avec ça, puis quelqu'un m'a demandé, je pense même, toi, Kenlo, la semaine dernière, je t'ai vu à la télé, je pense que tu as répondu à ce genre de questions, mais quelqu'un m'a demandé, c'est quoi ton hobby, toi? Puis là, j'étais incapable de répondre, j'avais pas de hobby. Je me disais, mon hobby, c'est le rap, mais dans le fond, c'est ma job. Fait que là, tu sais, je n'ai plus. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de trouver l'équilibre parce qu'à un moment donné, ça brûle, tu sais, beaucoup de shows, des tournages, tout ça. Donc là, ça devient comme le travail, mais c'est d'essayer de trouver le plaisir à travers moi, pour tout ma ça, part, en de tout le cas, garder. c'est d'essayer de pas devenir vieux puis bitter. Genre, d'essayer de rester jeune dans mon oreille, ma façon d'écouter la musique, puis d'écouter les nouvelles affaires qui sortent, d'être intéressé, stimulé par ce qui sort. J'écoute genre les trucs qui sont un peu plus drill, des trucs drum and bass, l'hyper pop, genre plein d'affaires qui sortent ces jours-ci. Puis je suis comme, man, la musique, elle s'en va dans une bonne direction. Il y en a beaucoup qui sont bitter, puis sont quand même. Je pense qu'il faut juste s'adapter à l'époque, tu sais. Puis pour rester passionné, il faut garder cette oreille-là, puis il faut rester ouvert d'esprit parce que si tu tombes bitter, tu vas toujours faire la même affaire, tu vas toujours faire ton rap des 90s boom bap, là, puis à un moment donné, tu sors pas, tu sais. Tu sais, Eminem, à un moment donné, là, il a comme chié sur tous les artistes de la nouvelle génération, puis on dirait... c'est actually un artiste de la nouvelle génération, Eminem aussi, tu sais, il est comme les deux. Aussi, ouais, il est comme, mais pour moi, je suis 99, là, fait que pour moi, c'est la vieille... c'est la vieille garde. Il est dans la vieille génération, mais c'est vrai qu'après, genre, on dirait qu'on l'entend un peu moins parler, c'est comme si ça serait peut-être un peu moins bien renouvelé parce qu'il s'est mis à pas vraiment aimer, genre, où le rap évoluait. Pensez-vous que ça a rapport? Ben, il est vieux puis bitter. Mais ouais, non, mais quand tu disais vieux bitter, je pensais à Eminem. Vite fait comme ça, moi, je coach, je suis beaucoup dans une école primaire, là, puis Eminem est big auprès des enfants, là. Comme c'est encore... Mais oui, Eminem, c'est un artiste qui est encore là. Je suis surpris. Comme... Il a travaillé avec une couple il y a un clip avec Juice WRLD. Il y a quand même... Ouais. Je pense pas que c'est sur tous les nouveaux artistes parce qu'ils en promotent aussi puis ils collabent, tu sais.
Mais ouais, ça en est un qui... On aime ou on n'aime pas sa musique maintenant, ce qu'elle est devenue. Tu sais, moi, ça me parle un peu moins que way back quand c'était mon rapper préf, mon gars, à l'époque de Marshall Mathers LP, mais il a duré dans le temps, tu sais. Il a duré dans le temps, c'est ça, c'est important de le dire. Puis je pense que c'est un des plus gros défis pour un artiste. Si un artiste, tu vas monter, mais rester relevant pendant un certain temps. Tu sais, là, tu as des bons exemples là, ici. Genre 20 ans, là? De gars que ça fait 15-20 ans qu'ils sont dans le game, qui sont encore là, puis qu'il y a encore du monde dans leur show, puis les gens écoutent encore leur musique. C'est, pour vrai, c'est très difficile. Puis je vous mets au défi de nommer d'autres rappers à peu près la même génération qui sont là aujourd'hui. Il n'y en a pas tant que ça. C'est depuis qu'on est né que le monde bombe votre musique. C'est cool. T'as Impasse aussi, là. Genre, Impasse, ça en est un. Moi, c'est... Ça, c'en est un, mais il n'y en a pas beaucoup. J'ai sorti mon top 5 récemment pour un autre truc, puis Impasse était au numéro 1, tu sais, notamment pour le rapper qu'il est, pour l'artiste complet qu'il est, mais pour sa pérennité dans le game, man. Il était dans Mosaïen avant que tu sois né. Ouais, c'est ça. Puis il est encore là aujourd'hui, tu sais, il collab, il est relevant, il est meilleur que jamais, tu sais. Ça, c'est un peu notre Jay-Z, là, je dirais. En 2002, le collectif 8-3 sont débarqués à la disque pour revendiquer la place du hip-hop. Puis 20 ans plus tard, tu gagnes le Félix pour l'album de l'année. Ça a été quoi cet accomplissement-là, premièrement, shout-out. Bravo à tous, Soulja, vraiment bel accomplissement. Ça a été quoi de toute cette ascension-là pour finalement gagner le prix à gagner? Ben, j'étais content, vraiment. J'étais content de voir les gens autour de moi super fiers, de ma femme jusqu'à ma mère, jusqu'à ma cousine. Puis après, ça a été bon dans l'année qui a suivi pour les salles de spectacle où je n'étais jamais été. Donc, c'était un peu une accréditation là, pour, Mais sinon, c'est un sentiment qui a passé vite. T'sais, le lendemain, j'étais en studio, puis je pense que le soir, j'étais en tournage. Donc, j'ai eu un petit moment pour vivre ça. Mais je pense que les gars aussi, tu penses que tout le monde ici n'a eu un de rap. Ouais, c'est ça. Puis j'ai quelque chose de drôle à dire là-dessus parce que tu as parlé du 8-3 à la disque. En 2014, je sais pas si tu te souviens, le premier que j'ai gagné pour Rue des Saules aussi, je m'étais fait faire un costume crew neck avec 2 faces derrière Guillaume Lepage, écrit Never Forget. Je l'avais moi aussi. Tu sais, t'en avais un, ouais, c'est ça. Savais-tu que t'allais gagner? Genre, tu devais avoir une idée que ça allait être Non, cool, j'étais sûr que c'était Dead Obies qui allait gagner avec Montréal-Sud. Ah, c'est vrai que c'était j'étais comme Dead Obies, il gagne ça. Finalement, je l'ai eu. J'étais super content. Puis ça a-tu il méritait tout autant. Là, leur album était incroyable. Puis tu sais, quand c'est la nomination album rap de l'année, tu sais, le cercle du rap au Québec, il est petit, là. Fait que, tu sais, ça finit toujours que t'es contre des gars que tu connais, tu sais, t'es comme... Ah ouais. Moi, le sentiment que je vis, c'est comme, tu sais, si Corey ou Ken Lo, ils gagnent, tu sais, je suis content comme si je l'avais gagné, tu sais, c'est comme... C'est spécial à vivre un peu. C'est pas une catégorie où il y a 12 personnes que tu connais pas, puis t'en as rien à battre, puis tu prends ton trophée, puis... Mais le premier, c'est quand même... fierté qui est... Ouais, ça le faut, ça en faut un. Ben oui. Eux, ils l'ont tous gagné. Moi, j'ai jamais gagné. Je sais pas c'est quoi le feeling. T'as tous nos trophées chez toi. C'est quoi le feeling d'apporter tes artistes à ce moment-là? Quand toi, tu sais, t'es derrière ça avec eux? C'est sûr qu'il y a quelque chose, tu sais, je regarde, il y a quelque chose dans le trophée qui on peut dire qu'on a contribué. Mais tu sais, on va le dire, là, on l'a dit, je pense que c'est pas un accomplissement en soi. C'est une récompense, une tape dans le dos, mais on le fait pas pour les trophées. Sauf que quand tu es reconnu par tes pairs, par l'industrie, ben, c'est quand même cool. Mais oui, c'est d'avoir contribué à amener ces gars-là où est-ce qu'ils sont aujourd'hui, de les voir bien gagner leur vie. C'est sûr que ça me rend fier. Là, Comme a dit Serpat quand il a gagné contre moi en 2009, c'est ma coupe Stanley, ça. Il avait gagné contre toi, hein? C'est contre Sir Pathétique pour Charlotte à Serpat. C'est une légende, là. Légende vivante. Ouais. Mais pis ça a-tu un vrai impact dans votre carrière ou c'est juste comme une tape dans le dos, mais tu sais, ça fait-tu, genre, ça vous crédibilise plus au sein de l'industrie? Ça change-tu de quoi vraiment? Ou? Bro, au moment où tu gagnes ça, la première chose que quelqu'un mentionne quand il te présente, c'est récipiendaire d'un Félix. Clairement. Fait que ça la première chose que les gens disent. Fait que oui, ça te donne un petit... Moi, je pense qu'il ils l'ont jamais un dit. prestige.
Ben, comme Soulja Moi, ça a disait, rien ça changé. apporte une Sorry, crédibilité bro. puis ça t'ouvre des portes à quelque chose que t'avais pas nécessairement accès. Ouais, exact, c'est ça. Exact. Mais c'est plus une nostalgie pour moi parce que tu sais, j'ai toujours regardé la disque quand j'étais jeune. J'ai toujours aimé ça, genre l'espèce de star system québécois. Genre, j'étais comme fasciné par ça. Puis c'est juste comme, je suis fier d'avoir ça. On fait la part des choses, on sait que c'est pas pour ça qu'on fait de la musique. Là, mais- C'est-tu stressant faire le speech? Tu sais, quand tu l'acceptes puis tu montes sur le stage, genre, c'est-tu nice, ça? Ou... Tu t'en souviens pas, man. Je me souviens. Tout est Les blur. quelques fois où je suis allé, je m'en souviens fuck all. T'oublies toujours quelqu'un, hein. C'est vraiment stressant. C'est vraiment stressant. Ouais. Ma femme, tabarnak! Moi, je suis dans Crouch, là. Ah, j'avais oublié Steve, ça. Puis c'est quoi la différence, Steve, de gérer un groupe comme à la Claire que de gérer des artistes solo comme Soulja puis Corey? De un, je gère pas tout le monde. Tu sais, faut faire. Donc, tu sais, je suis pas gérant systématiquement de tous les artistes qui sont chez 7e ciel. Tu sais. On travaille ensemble, on va produire, on va commercialiser, mais je suis pas nécessairement manager de tout le monde. Je comprends. Mais on travaille tous ensemble. C'est sûr que le rapport avec un groupe il est différent que d'avec un artiste individuel parce que au lieu de travailler avec un mind, tu vas travailler des fois avec 4, avec 5. Puis ce que quelqu'un dit là, ça veut pas dire que l'autre personne. Puis tu sais, shout-out à la Claire parce que j'en ai vu des groupes, puis je pense que c'est très difficile de durer. C'est encore plus difficile de durer quand t'es un groupe. Parce que c'est pas tout le monde qui pense pareil, qui a la même direction. Puis eux, ben je pense qu'ils ont réussi à prouver. Puis... C'est ingérable. Et voilà. Est-ce que, genre, vous pognez-vous des fois au sein de la Claire ensemble? Comment ça se passe, un meeting? Même dans des familles, là, disons-nous les vraies choses. Oui. Non, tout arrive. Ça passe proche de foirer souvent. Mais it's real life. C'est comme Kevin a dit, c'est comme une famille, man, bro. So, c'est ça qui a fait justement qu'on peut continuer. C'est que à travers toutes les étapes, hein, des fois ça biffe comme avec la famille. Là, ton frère, là, tu vas te dire les pires trucs. Le lendemain, guess what? Tu te réveilles, c'est ton frère encore. C'est vraiment ce link-là qui fait qu'on peut durer. C'est que des fois, quand c'est le temps, là, on laisse tout sur la table, on dit tout. La soirée finie weird. The next day, we back in the studio, puis on fait les choses, là, tu vois. Tu sais, pour avoir un groupe longtemps, moi aussi, c'est vraiment, comme Ken l'a dit, le secret pour que ça fonctionne des années, c'est justement, faut qu'il y ait des prises de tête, faut se dire les choses sur le moment présent, sinon, à un moment donné, ça craque, là, assurément. Je sais pas si c'est à cause qu'on est au Centre Bell, là, mais c'est quoi le plus gros avantage et désavantage? Parce que c'est complètement hockey, tu sais, comme avantage, désavantage. Mais c'est quoi le gros avantage, désavantage d'être dans un groupe? Ouais, parce que ta carrière solo aussi qui roule. Fait que c'est quoi les avantages d'être tout seul en tant que Ken-Lo, puis d'être à la Claire ensemble avec ta gang? Ok. Ben moi, dans le fond, qu'est-ce qui est un peu spécial, c'est que même quand je work solo, c'est teamwork, tu vois ce que je veux dire? So, je connais pas vraiment la réalité de comme je fais un truc tout seul, tu sais. So, donc, il y a pas, pour moi, il y a pas tant de différence dans la façon de work. Quand je travaille solo sur mes albums, il peut y avoir 30 personnes, tu sais, qui work sur un album. So, je suis toujours en train de work avec des gens. Sauf que, je pourrais dire au niveau, moi, c'est plus au niveau de comme, qu'est-ce qu'il y a dans la musique, là, qui peut avoir un changement, tu vois ce que je veux dire? Dans le sens que, avec À la Claire, tu vois, la musique émerge du chilling, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, on chill, puis comme la musique émerge de chill, tu vois ce que je veux dire? On s'assoit jamais pour dire, là, on fait cette track-là, le sujet, c'est ci, chacun écrit, c'est comme, les sujets des chansons émergent de comme, on fait beaucoup de routes avec les shows, tout ça. Sur la route, les niaiseries qui se disent, c'est là que les chansons s'écrivent, tu sais. Rather que quand je suis solo, c'est plus comme, tu sais, peut-être un petit peu plus deep, tu sais, comme réflexion de vie, famille, tu sais, vie de famille and all of that. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être au niveau de là, mais au niveau de la façon de work, littéralement, je work avec les gars dans la Claire comme, tu sais, j'ai un album qui s'en vient, pas mal tous les gars dans la Claire sont dessus aussi, so it's the same. Avez-vous encore votre cabane à sucre?
Ouais, oui. Ils ont une cabane à sucre cabane à ensemble. sucre, câlisse. Puis tu sais, je te regarde, puis t'es un beau gars, là. Mais il y a Claude Bégin dans votre groupe. Ok, mais la curve, ça c'était une grosse curveball. Avoue que ça fait un peu chier d'être avec Claude. Non, mais non, Je suis même pas dans la classe, ça me fait chier. Non, mais c'est ça. Non, mais non, c'est ça. Ouais, non, ça me fait un peu chier. Qu'est-ce que c'est ça? That's funny. Non, mais c'est non, ça c'est tu veux en parler, donc parlons-en. Ça fait un bon écran, man. Tu sais, comme c'est notre Claude, c'est comme notre agneau sacrifié, tu vois ce que je veux dire? So, quand on se pointe en public, c'est comme l'écran qui va devant. Nous, on peut être, personne sait en général qui on est. Il va juste aller devant, il prend tous les gens qui ont envie d'y aller, il prend toutes les femmes, etc. Bah, nous, on est dans le bac, on peut chill. Je pense qu'il joue un peu avec ça aussi. Là. Ouais. Il rentre avec en bédaine avec le drapeau du Bas-Canada, il donne des roses aux filles. Ouais, Mais tu sais, ça crée-tu de la jalousie un peu dans le groupe des fois ou. Par la grâce, man. Non, je pense que, tu sais, chacun est bien dans son lifestyle. Non, pour de vrai. C'est un truc dans lequel on n'a jamais eu à deal. To be honest, la jalousie, ever, comme je me rappelle pas d'une situation où je me rappelle pas. Non, I don't remember that. Mais tant mieux pour vrai, là, parce que nous autres, on est dans le milieu des influenceurs, puis on se compare beaucoup aux numbers des autres, parce que c'est dans nos faces, puis des fois, c'est quand même pas évident de pas être jaloux envers un influenceur qui est en train de pop-up puis tout. Puis je me demandais, tu sais, tantôt, Soulja t'a dit que, mettons, Corey gagne un prix, tu vas être bien content, mais dans le milieu de la musique, y a-tu de la compétition? Genre, c'est que ça, c'est que surtout dans le rap, je veux dire, dans le rap mondialement, les gens en meurent de cette compétition-là. Tu sais, on retourne à Tupac et Biggie, si tu veux, tu sais, puis je veux dire, présentement, on est dans un air où même... quelqu'un m'a dit que d'être rappeur est un des métiers les plus dangereux au monde. Donc, tu sais, je veux dire, la compétition est féroce. Puis, je pense pas entre styles musicaux différents, il y a tant de compétition, là, mais le rap est né dans un esprit de compétition. Donc, après ça, est-ce qu'elle devient malsaine ou elle est saine, tu sais? Moi, je pense qu'il y a de la compétition, puis je suis sûr que les autres styles qui ont vu le rap monter, ça les fait chier peu. Là. C'est sûr que ça les fait chier, tu sais, je veux dire. Mais en même temps, je pense qu'ils sont contents pour les rappeurs, pour les acteurs de la scène. Mais puis la preuve, c'est qu'il y a plein d'autres labels qui veulent avoir leur rappeur aujourd'hui, tu sais. Donc, clairement, qu'ils voient la montée. Actuellement, c'est pas faux de dire que plusieurs des grosses vedettes au Québec, c'est des rappeurs. Là. Donc... certainement. Moi, ce qui me fascinait quand je faisais ma recherche de voir ta carrière Soulja, c'est que ton premier album, tu l'as sorti en 2009, Hors Contrôle, puis c'est exactement la même année que tu t'es fait arrêter puis que t'es allé en prison. Tu pensais-tu, genre, ça a été même en 2009, quand ça a sorti ton premier album, c'était quand même huge au Québec. Le monde en parlait puis ça a fait sa place, tu sais. Tu pensais-tu que ta carrière était finie? Genre, c'est comment t'as vécu ça comme crise de grosse année pareil, là? En attendant d'avoir ma sentence, parce que je me suis fait arrêter puis l'album sortait 2 semaines après. Puis tu sais, je l'ai eu dans ma gueule au fait que, bon, ben tu sais, il a fallu annuler une tournée au complet, il a fallu annuler tout ce qu'il y avait avec. Fait que tu sais, tous les gens qui avaient commencé ce beau projet-là avec moi étaient un peu déçus. Donc tu sais, là, cet album-là, c'est que il a été créé dans la rue puis tout ça, mais là, on l'avait amené en maison de disque, qui était Abusive Music à l'époque. Puis tu sais, c'est toutes des nouvelles personnes qui s'ajoutaient dans ma vie, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'avais jamais été en label, j'avais jamais... tu sais, fait que là, tous ces gens-là croyaient en moi, ça a pété ma bulle. Puis je l'ai eu dans ma gueule, j'ai eu un bon mois et demi de dépression en prison, certain, mais après ce mois et demi-là, j'étais craqué en mode, man, un jour ou l'autre, je vais sortir d'ici, là, tu sais. Combien de temps? Je suis resté 30 mois en prison, mais déjà après 2-3 mois, je recommençais déjà à écrire. Puis, tu sais, j'avais déjà mon plan. Puis, juste pour te dire, je suis sorti. Puis, 3 jours après, j'étais en show. Là. Oh, ouais? Ouais, j'étais traumatisé. Je m'enfermais des heures de temps dans la salle de bain à pas comprendre ce qui m'arrivait. Parce que même durant que j'étais en prison, c'est passé quelque chose
Tu sais, je sors de prison 2 jours après, je veux dire, les gens m'arrêtent dans la rue, ils demandent des photos, ils demandent des autographes, tout ça, chose que je faisais pas vraiment avant de T'étais rentrer en encore prison. connu autant en sortant de prison, même après 30 mois. Plus, parce que parce mon que là, album t'as- est sorti quand même. Ouais. Les gens l'ont apprécié, tu sais, puis ça a tourné, puis pendant que moi, j'étais sur la glace, fait que quand je suis sorti, je me suis fait balancer, je pense, à Chicoutimi, comme après 3 jours, puis là, je voyais que la salle est pleine, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé, mon Dieu? Tu t'es ramassé au trou pendant une dizaine de jours en prison? Ouais, plus souvent, mais plus longtemps que 10 jours. J'ai fait des bons 21 jours. Ok. J'avais lu 3 semaines, je sais pas. Ouais, le trou, en fait, ça fonctionne. Juste pour te donner un petit cours carcéral, c'est maximum 7 jours, mais tu peux avoir pour un rapport, mais si tu as 4 rapports, tu peux prendre 7 jours du rapport, tu comprends? Fait que c'est comme ça que tu accumules les jours de Puis trou. le trou, pour ceux qui. Genre, moi, je pense que te mettre dans une C'est salle, le c'est quoi mitard, ça? la réclusion, c'est une cellule où t'as rien, un lit de métal, tu passes ton 24 heures là-dedans, il ouvre la porte 1 heure pour que tu ailles direct à la cour puis que tu ressortes. Dans le fond, t'es isolé de tout le reste du monde. Puis dans ta tête, tu fais le comment, toi, Soulja, dans ces moments-là? Ben, 2 jours, t'es cool. Une journée, tu rigoles. 2 jours, tu rigoles un peu moins. 3 jours, les blagues commencent à être moins drôles. 4e jour, tu parles un petit peu tout seul. 5e jour, tu fais des blagues tout seul. Fait que c'est comme, tu montes ça. Il résume quand je fais un album. Hein, pour vrai. C'est exactement comme ça quand je fais un T'as-tu de record. quoi pour écrire? T'as-tu de quoi, un livre ou t'as Non, sweet fuck all? non, à un moment donné, tout dépend de la bienveillance des gardiens. Quand ils passent, tu sais, aux heures, ça passe, puis s'il voit que ça fait 7-8 jours que t'es là, il peut t'offrir un livre à un moment donné, mais tu sais, ce qui est rigolo, c'est qu'ils font exprès pour te donner des livres plates à mort, là. Janine va au ski. C'est un livre qui se passe dans les montagnes suisses, la haute bourgeoisie. C'est un de mes livres préférés. Malade, je te jure. Mais le pire, c'est que tu deviens, tu sais. Après, je peux tout t'expliquer les personnages de Janine en ski pis tout ça. Là. C'est la Tu l'as grosse lu, le affaire. livre, là. Je l'ai lu, Même pas je le l'ai choix. adoré finalement. La chronique C'est a quoi plus donc on la est. raison pourquoi tu t'es fait. T'as été arrêté? C'était une arme. Ah ouais? Ouais. Oh, shit. Puis pourquoi t'avais un arme sur toi? Y avait-tu. Y a-tu une raison? J'imagine que t'as écouté quelques documentaires Canal D des carrières criminelles ou whatever, sûrement. Là. Non? Ouais, je suis pas Ouais. tant là-dedans, là, mais C'est ouais, ça. un peu. Bon, ben c'est ça. Ben ça va un peu avec la vie que tu vas avec. Tu sais, souvent, j'avais des problèmes à droite, à gauche, puis tu sais, je me croyais en mesure de les régler moi-même. Donc, Ok, ouais. pour ça. Puis t'as appris quoi après quand t'es ressorti de prison? C'était quoi genre ton plus gros take? T'étais-tu genre je retourne plus jamais là? Ou... Ouais, mais j'ai appris que je perdais beaucoup mon temps en prison. Que c'était une énorme perte de temps. Puis toute ma vie, je suis entouré des gens, même mon père, qui rentre et sort pendant des années. Tu sais, après ça, tu te rends compte que tu as passé plus de la moitié de ta vie en prison. Ça te rend forcément moins intelligent. Tu sais, je veux dire, la vie continue dehors. Toi, il y a beaucoup de gens qui gâchent des bons potentiels, tu sais, qui restent là des années puis qui peuvent rien faire de leur vie. Tu peux pas exploiter. Il n'y a rien qui se passe. Tu sais. Puis moi, personnellement, ben, tu sais, je me suis dit que c'était pas la vie, c'était pas en prison. Ça t'a-tu rendu plus humain? Parce que tu supportes un gars comme JJ. Shout-out, je pense qu'il va être là aussi le 10 Ouais, novembre. absolument. C'est vraiment un beau cadeau, je pense, que tu y fais en le supportant. Ça vient-tu de là, du fait que tu veux sortir du monde un peu de ton ancienne vie? Mais même avant la prison, j'avais cette mentalité-là. OK. Tu sais, j'ai grandi vraiment dans la pauvreté, puis le crime, puis tout ça. Puis même quand on était dedans, tu sais, j'ai toujours eu quand même un cœur, puis des émotions à bonne place. Peut-être pour ça aussi que j'ai choisi le rap au lieu de continuer de 100% à être un criminel toute ma vie. Tu sais, puis, je sais pas, le petit côté famille, tu sais, j'ai toujours eu ça en dedans de moi, prendre soin des gars autour de moi, de mes amis, des gens de mon quartier qui vivent là, puis je pense qu'en maturant, puis en ayant, tu sais, moi-même ma famille à moi, tu sais, fait que là, c'est vraiment des choses qui me sautent au visage, tu sais. Moi-même, pour JJ, mais je suis quand même le genre de gars à tenir la porte à madame au dépanneur, même si ça prend 5 minutes qu'elle sorte avec son chien. Ben, quand je t'ai rencontré, ça a été ça la plus grande surprise pour moi, ton côté humain où ce qu'on s'est rencontrés, puis tout de suite, c'est comme si j'étais ton ami, dans le sentiment que je chantais ta vibe, puis tout, c'était vraiment impressionnant. Le fil, en tout cas, merci. Tu parlais d'amis, j'ai une question un peu deep. Ça a été quoi de perdre ton meilleur ami, un frac, qui est mort d'une overdose? C'était chamboulant pour moi puis tout mon cercle. Je pense même que quand mon bro là il est mort, on a fermé un chapitre. C'était quelqu'un qui était vraiment rassembleur puis
c'était un noyau, tu sais, cet homme-là. Fait que, tu sais, quand il est parti, il a fermé un livre avec lui, comme c'était la fin d'un film. Puis, je l'ai en ange gardien, assurément. Là. J'ai pas vraiment le temps de tomber dans ces sujets-là, mais je suis absolument sûr et certain que des gens comme mon frérot qui est là, qui sont morts, parce que j'en ai beaucoup autour de moi, mais lui, c'était mon best des best. Puis, il y est pour quelque chose dans tout ce qui m'arrive aujourd'hui, dans les choix que je prends, dans il y a des coupures qui se font à la bonne place, puis il y a des branchements qui se font à d'autres places. Okay. Merci pour ton partage. Merci. Ouais, Chris. Tantôt, on parlait, Kenlo, les chicanes qu'il y avait au sein d'Aclair Ensemble parce que t'es jaloux parce que c'était Claude est beau puis tout ça. Puis je suis curieux de savoir, Corias puis Steve, ça fait quand même aussi 15 ans que vous travaillez ensemble. Genre, oui, il est jaloux de moi. Puis Corias, c'est pas qu'il y a une J'ai pas de Félix. Il est juste jaloux de mon Félix. Mais genre, vous, dans votre relation, ça a-tu tout le temps bien été ou des fois, il y a eu des... Genre, ça a-tu déjà failli vous séparer? As-tu déjà eu des chicanes? Comment ça se passe, vous autres? Il n'y a jamais eu aucun haut et aucun bas, là. Non, c'est pas vrai. C'est que dans une relation de gérance d'artiste, ben moi, mes expériences personnelles, mes struggles personnels, il faut qu'ils les vivent avec moi, tu sais. Quand on fait un travail de longue durée ensemble, quelqu'un avec qui j'ai un travail, quelqu'un qui a un travail de gérance avec moi, faut pas seulement qu'il gère ma carrière, faut aussi qu'il gère comment je mène ma vie, les décisions que je prends. Fait que, si j'ai des mauvaises périodes, des struggles, tout ça, faut qu'ils les vivent avec moi, faut qu'on reste un team là-dedans. C'est tous ces moments-là dans ma vie que je dirais qui ont été difficiles. Au niveau de la carrière, je te dirais que il y a eu des petits conflits par-ci par-là pour les décisions artistiques, des affaires comme ça que moi j'étais pas d'accord. Mais en général, on finit toujours par bien s'entendre. Puis il n'y a jamais d'imposition. Avec Steve, il va jamais t'imposer quelque chose. Il va donner son input, il va dire moi je pense que ça c'est la meilleure affaire. Mais il va jamais rien imposer. Puis ça, c'est quand même vraiment important. Puis c'est une preuve, justement, de... Il veut le meilleur de ses artistes. Il veut respecter leur intégrité. Artistiquement, c'est pas compliqué. Comme je disais, comme je disais un petit peu plus tôt, c'est des artistes qui sont tellement talentueux puis qui savent où est-ce qu'ils s'en vont. T'sais. Donc, ça facilite beaucoup notre travail, nous, en tant que... quand ta job, c'est de commercialiser quelque chose qui est bon, qui est bien fait. Après, comme il dit, des fois, c'est juste d'essayer de questionner. T'es sûr que tu vas aller là? C'est quoi que tu vas faire? Pourquoi tu vas aller là? C'est quoi ton but? T'sais? OK, puis là, quand tu comprends un peu plus, mais tu sais, cette chicanée, je pense qu'on a jamais, en 15 ans, avoir une chicane, j'ai même pas souvenir qu'on s'est déjà chicané. T'sais. Non, il n'y a pas eu de débordement où est-ce qu'on s'est engueulé ou qu'on a, ça a dépassé les bornes au niveau des insultes ou non, on s'est jamais rendu là. Puis est-ce que c'est dur? Parce que nous, on est comme tous des business partners, mais avant, on est des amis. Des fois, est-ce que c'est dur pour vous de tracer la ligne? J'imagine, ça fait 15 ans, vous devez être rendus des amis. S'il y a des moments où là, c'est business, ou puis là, on est amis, comment vous faites pour gérer ça, la ligne entre l'amitié puis la carrière? Ben, tu sais, ça s'est toujours fait un peu naturellement. Parce que, tu sais, quand tu commences à travailler ensemble, souvent, il n'y a pas d'argent ou très peu d'argent en jeu au départ, tu sais. Ouais. Puis vous, c'est la même chose. Je veux dire, quand tu commences, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais. Tu as commencé un podcast, tu savais pas que t'étais pour être sponsorisé ou que là, de manière, c'est quand il commence à avoir de l'argent en jeu que là, tout le monde commence à comprendre l'importance qu'ils ont dans l'équation, tu sais. Mais tu sais, nous, ça a toujours été un travail d'équipe parce que moi, je parle de moi, je passe 7e ciel, puis j'ai inclus toute mon équipe parce qu'évidemment, je suis pas seul là-dedans. Mais tu sais, sans le talent, on va à nulle part. Puis, inversement, je pense que un artiste, même si aujourd'hui, tu peux faire tout dans ton sous-sol puis mettre tout le lendemain sur les plateformes, je connais pas un artiste qui a une carrière qui fait tout seul. Il y en a aucun. C'est des gens qui ont des équipes avec eux. Donc, après, ben, comme on disait, des fois, tu as des petits différends, mais en bout de ligne, je pense qu'il faut comprendre que c'est un partenariat, c'est un partnership qui fait en sorte que on monte ensemble dans tout ça. Là,
Puis quand vous êtes allé, parce qu'en 2016, tu es allé faire une tournée en France, ça, est-ce que c'est toi qui s'occupais de cette tournée-là de l'autre côté aussi, ou vous avez fait affaire avec des Français quand vous avez décidé de faire le move? Question. On travaillait avec des Français, mais c'est sûr que moi, je suis allé souvent faire du démarchage. Puis, au moment même quand nous, on est allé, c'était un peu trop tôt. Parce que les plateformes, ça commençait. Puis il faut savoir qu'à l'époque, il fallait que tu aies tes albums en magasin pour exister en tant qu'artiste. Là, maintenant, il y a 120 000 chansons qui sortent par jour sur les plateformes. Comme je disais, ça n'a jamais été aussi accessible de sortir de la musique. Mais reste qu'à l'époque, quand nous, on a commencé à aller faire des incursions là-bas, les plateformes, ça commençait à peine. Donc, on est allé un petit peu trop tôt. On a été faire un peu des showcases. Il a fait quand même une couple de trucs très cool. Ouais. Mais puis Steve a toujours été là avec moi aussi. Steve, il m'a pas juste comme envoyé en France. Steve a toujours été avec nous. Il est avec nous autres. Il est là-bas. Il parle au monde. Il fait du démarchage pendant qu'on est là. Ça arrive souvent. Hey, je vais être 1 semaine, 2 semaines en France. Steve, c'est comme ça qu'il a bâti ce qu'il y a aujourd'hui aussi, là. C'est qu'il est allé sur le terrain, rencontrer du monde, parler de ses artistes, serrer des mains, donner des cartes, faire des vraies relations humaines avec du monde qui maintenant, il y a des relations de longue durée avec du monde super important parce qu'il a fait ça, parce qu'il est allé. Donc, ça fait vraiment la différence dans le succès du label aussi. Là. Moi, aller en France ou partir de Rouen et venir à Montréal, là, ça va prendre c'est le même temps. C'est moins long en avion aller en France qu'en auto. Hein. Tu sais, la réception en France, on voit beaucoup de rappeurs québécois qui essaient des fois de lécher leur accent pour sonner un peu plus à la française. Des fois, je me dis peut-être ça fonctionne mieux de l'autre côté. Vous êtes 3 rappeurs assez québécois dans votre façon de rapper. C'était-tu plus dur, la réception de l'autre côté, ou est-ce que les autres, ils triplent là-dessus justement parce que vous avez une couleur? Enfin, du coup, je te dirais... exotique. En fait, ça fait l'attrait. Tu sais, mettons, t'as les Cowboys fringants qui sont huge en France. Ouais. Moi, je l'ai appris quand j'étais allé là-bas, je savais pas. Là. Puis c'est à cause de leur espèce d'exotisme, là, la façon qu'ils parlent français. Puis, fait que moi, je pense que c'est plus un attrait que tu peux pas essayer de faire du rap français quand t'es pas français. Puis moi, pour avoir déjà été en France, puis être juste à côté de des gens des Français qui parlaient de ça, ça ne les intéresse pas d'avoir d'autres. Tant qu'à ça, ils vont écouter des rappers français. Ils vont pas essayer d'écouter quelqu'un qui veut devenir ça. Puis je pense que ça revient au même de quand on était plus jeune, puis on écoutait Funky Family ou I Am, le gros accent marseillais dans ta face. Il y a beaucoup de textes que j'ai compris 7-8 ans plus tard en réécoutant la chanson. J'étais là, OK, c'est ça qu'il a dit, mais je bumpais quand même le truc, puis je disais son mot à ma façon. C'est ça, t'as fait des featuring avec Cynic. Moi, je trouvais que ça donnait vraiment un beau mélange. Cynic, c'est un de mes artistes préférés aussi, puis ça donnait vraiment un mélange hétéroclite, mais le vibe était bon, là. Yes, vraiment. T'as utilisé le mot hétéroclite. C'est bon, 4 syllabes. Oh, ouais, 7e ciel me donne des ailes, mon gars. Ouais, c'est ça. Wow! Il rappe bars. En plus, tu fais des bars. Ben oui, Chris. Tu moi rendu son beat avec Tactica? Ouais, absolument. Charlie Gang. Ben quand j'ai chanté au festival, Soulja était dans les coulisses. Genre, quand je suis débarqué puis je l'ai vu là, j'étais comme... That's the way, mon gars. Yeah. Mais parlant de syllabes puis de la belle plume à Frank, Keno, t'as écrit un livre intitulé Sainte Foi. Comment t'as mis ça sur pied? Puis le livre, je pense, c'est un recueil de poèmes, ça se peut-tu? Pourquoi Sainte Foi? Parce qu'on vient de là. Ouais, on s'est demandé c'est quoi qui est en hot, genre, qu'est-ce qui est C'est moi l'original Sainte Foi, là. Ok, c'est toi. Fait que tu connais le Shaker ou... Ouais, mais moi, c'est avant. Je connais Shaker, mais moi, c'est Starbar. L'année que t'es né, là, c'est là que ça commence. Je rappais depuis longtemps. C'était le Monkey, là. Hein? Oui, Monkey, oui. Le Palladium. Non, mais moi, je suis natif, man. Natif de Sainte-Foy, tu vois ce que je veux dire? OK. So, Sainte-Geneviève, man. Quartier Sainte-Geneviève. Toi, t'es quel quartier?
Ben moi, je suis à Lévis, mais j'ai déménagé à Sainte-Foy. Ah, ok. Mais moi, je suis pas autant au Qui vient de Sainte-Foy pour Shaker vrai? en masse. On est allé au cégep de Sainte-Foy. Oh my God. On était là. Non, mais il y a des gens de Rimouski qui vont au cégep Sainte-Foy aussi, là. Ouais. On est moins Sainte-Foy. Ok. Non, moi, c'est ça. Moi, c'est Sainte-Foy, tout le blood, tu vois ce que je veux dire, d'origine en partie congolaise. Puis, c'est ça. Pourquoi? C'est un peu... je pense que c'est la même année que j'ai fait de l'album Sainte-Foy aussi. Puis j'écrivais. C'est pas des poèmes, hein, ça. Je sais pas qui a dit ça. Ouais, mais c'est peut-être il me semble que j'ai lu ça, mais c'est peut-être ouais, mais c'est ça, les gens. Quelqu'un a écrit ça, puis après, tout le monde a réécrit ça. C'est actually comme plus chronique, là, tu sais, du street. Là, je raconte en général des histoires. Il y a des petits extraits qui sont un peu poétiques, mais tu sais, en général, je raconte des épisodes de mon enfance, là, tu vois ce que je veux dire? Okay. C'est plus des essais, right? Mais il y a un peu de poésie dedans. Mais c'est ça, c'est juste des stories de Sainte-Foy. Je continue d'écrire d'ailleurs. Le deuxième il est plus long, il va être plus touffu. Tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, j'étais vraiment. Je suis encore à fond sur le rap, mais j'ai commencé un deuxième qui est plus épais à apparaître éventuellement. Mais c'est ça, c'était plus. C'était le sens du mot Sainte-Foy à un moment donné que j'étais comme, ça c'est nice. Comme, tu vois ce que je veux dire? J'avais jamais compris quand j'étais jeune. C'est quoi le sens du mot Sainte-Foy, de comme, même si t'es pas religieux, t'es comme, comme croire en quelque chose, right? C'est comme, c'est ça, la religion, c'est croire en quelque chose, point. Tu sais, peu importe en quoi tu crois. J'étais comme, this is a topic, je vais faire quelque chose. Let's fucking go. Avez-vous des projets, vous les boys, autres que le rap? Mettons un livre de recettes pour Corias, quelque chose? Je pourrais sortir un livre de poésie qui s'appelle Saint-Eustache. OK. Christ de bonne idée que t'as là, Ah, j'ai quand même ce petit projet-là en arrière de la tête. J'en écris un petit peu par-ci par-là de la poésie, puis peut-être un moment donné, si je fais d'autres, si le rap me tente plus ou si je veux prendre un break, je vais peut-être faire ça, prendre un break. Oh yeah. Mais sinon, c'est déjà sur le prochain album, moi, fait que c'est ça. J'ai pas de livre de recettes, je suis pas encore rendu là. Toi, Soulja? Moi, j'ai ouvert dernièrement, et depuis un mois, j'ai ouvert un petit atelier avec une équipe à moi où on crée des vêtements custom. On crée des œuvres, des peintures, des toiles, des cadres, un peu comme des disques d'or, puis tout ça, des ceintures, des shoes pour amener avec nous en show. Puis c'est comme j'expliquais aux gars tantôt, c'est tous des gars de mon équipe de tournée aussi qui travaillent là-dedans, qui ont des talents soit en dessin ou en plein de choses. Puis je suis pas mal là-dedans, je te dirais. Un nouvel album, puis il y a du cinéma qui se donne un peu. J'aimerais bien un jour faire un projet de série. Série, film, tout ça, passer de l'autre côté de la caméra, ça Tu vas-tu mettre en image Justine Voski? Non, je vais commencer avec une histoire sur ta vie au complet. OK. Est-ce que c'est toi qui me joues? Non, c'est moi qui vais t'écrire. T'es en route pour un prochain album. J'ai vu le documentaire que t'as fait sur Off avec Tizo, parce que t'as réalisé en une semaine un album, 2-3 vidéoclips aussi au chalet. Ça se passe-tu tout le temps comme ça ou ça, c'était vraiment un projet spécial? Ouais, c'était vraiment spécial. C'était comme l'objectif, puis c'était le but de filmer tout ça. Sinon, je perdrais les pédales, puis je perdrais le bout du fil, là, mais... Une machine, mon gars. Quand j'ai vu ça, je suis comme... Ils sont débiles, ouais, c'était fou. Ça m'a pris un petit bout de me remettre de off. Je me suis beaucoup défoncé cette semaine-là, puis ça m'a pris du temps à revenir, mais... tu sais, là, j'ai beaucoup de show, puis je pense qu'après, début d'année, je vais tomber en studio. Okay. Pour remettre quelque chose sur pied, puis me donner une petite ligne directive aussi. Tantôt, Corey disait, c'est le moment quand tu fais un album, c'est quand tu as trouvé ta ligne directive, puis des fois, tu la trouves pas au début. Tu vas faire des tracks, puis là, tu te demandes toi-même où tu t'en vas jusqu'à ce que, OK, là, tu tombes dans ta ligne, puis reprendre du studio tranquillement. J'ai une grosse année de show qui arrive. Écrire la vie de Corias aussi, donc... Quand t'écris, là, je sais que tu fumes quand même pas mal de weed, là, est-ce que tu fumes en écrivant ou t'es pas capable ou t'aimes mieux pas fumer, mettons? La vraie vérité, c'est que je fume toujours. Mais, qu'est-ce qui est nice, c'est que le dernier non conventionnel, l'année passée, pendant 4 mois, j'ai arrêté de fumer. Okay. Donc, puis ça a tombé que j'ai fait mon album dans ce time-là. Donc, j'ai fait un album complètement à jeun. C'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait. J'ai vraiment aimé l'expérience. J'étais beaucoup plus en forme quand venait le temps de faire l'album. Tourner les coins moins ronds.
tu sais, je pogne le mal de tête arrivait plus tard, mettons, là, tu sais. Fait que, non, j'ai aimé mon expérience. Puis là, ça fait 2 ans que je bois plus. Donc, tu sais, mon weed est vraiment. Mais tu sais, je suis quelqu'un beaucoup dans l'espace. Justement, moi, j'ai besoin d'un gars comme Steve qui est terre à terre, mais tu sais, qui est aussi game de gamer, mais qui est terre à terre. Ce qui veut dire que quand moi, j'y arrive avec une histoire grosse de même, capable de me dire, OK, Kevin, assis-toi. La même histoire, mais courte de même, tu sais, dans le mode réaliste. Là. Parce que moi, je suis comme à Steve, bon, lundi, on part, on fait single avec Corey, on va à Tokyo, on saute en parachute d'un shit pour atterrir sur un bateau. Tu vois, c'est un peu le genre de délire que j'y amène. Mais lui, il essaie de mettre ça de même, puis dirait, ça, c'est réaliste, ça, c'est les moins, tu sais. Ouais, je pense que tu voulais qu'on tourne notre clip en Europe du Nord, quelque chose de même. Ouais, voilà. Ça va se faire. C'est ça, exact. Puis vous, la consommation, en produisant, ça se passe comment? Moi, c'est sobre pour créer. Je te dirais que dans mon jeune temps, je suis tombé avec les amphétamines pour créer quand j'ai commencé à écrire du rap. Okay. Dans ma vingtaine. Puis ça, c'est quelque chose, mettons, qui te donne beaucoup de confiance en toi, qui te permet de rester réveillé, tout ça, mais c'est vraiment... La meilleure chose pour créer, c'est l'inspiration naturelle, la dopamine naturelle. Il n'y a pas de meilleure façon de créer. Le reste, ça devient juste une béquille, ça devient complètement brouiller la créativité. Tout ça est illusoire. Il faut créer les idées claires, tu sais. Fait que moi, ça fait une couple d'albums que c'est complètement sober. Ouais, c'est ça. Puis avez-vous un truc pour créer ou un environnement? Tu sais, chez Lou José Hood, pour son show, il s'en va s'isoler dans un chalet pendant 2 semaines, puis là, il écrit. Est-ce que vous faites quelque chose de même ou ça vous vient comme naturellement? Est-ce que vous devez forcer un peu la création? Souvent, ça, s'isoler, ça te replace. Tu sais, tout s'arrête, genre là, que t'es là-dessus. Tu sais, on a tous des familles ici, là. Tous des familles, tous des vies de tournée, de fous. Puis on a des gens pour gérer nos horaires parce que c'est trop chargé. Fait que quand tu t'en vas 2 semaines puis que tu dis, bon, je dois juste écrire des chansons, man, c'est la vie, là. T'es comme. Ouais. Ça fait chier quand tu commences au studio, puis que là, tu commences à être chaud, puis tu dois revenir dans 5 jours ou 6 jours. Tu sais, t'es pas tout le temps dedans, comme t'es réchauffé, là, t'es au chalet, t'es tout seul, là, t'es branché 4 heures du matin, tu te réveilles, tu continues, donc t'es toujours sur ton... Ça doit être malade, ça, comme expérience. Est-ce que vous pensez à votre retraite, des fois, en tant que rappeur? Ben, c'est drôle, ça, c'est comme une étape à la fois, tu sais, je te dirais, mais c'est plus au niveau monétaire, mettons. C'est sûr qu'il faut prévoir pour le futur parce qu'on n'a pas de 9 à 5 où est-ce qu'on a une sécurité financière à long terme et tout ça. Mais je te dirais que la retraite d'être rappeur, c'est une étape à la fois. Pour l'instant, je me vois encore faire ça. J'ai encore des projets, j'ai encore des idées pour des albums, j'ai encore tout ça, tu sais. Fait que je le sais pas. Puis tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose qui est drôlement perçu dans le fait d'être un vieux rappeur là, dans le public. Là. Tu sais, les gens me disent souvent ça. Tu vois-tu un vieux rappeur? Les gens trouvent ça weird un peu parce que le rap est tellement jeune, la culture hip-hop est tellement jeune qu'on n'en voit pas encore. Là, on commence à en voir un peu plus. Là, on a Jay-Z qui sont dans 50. Puis Snoop Dogg, on dirait qu'il est prêt à rentrer au CHSLD. Bon point. C'est vrai, il a l'air d'une petite matante un peu, Snoop Dogg. Shout out Snoop, mais bref. J'ai vu Be Real cet été au FEC. Ouais. Je l'ai vu spit. Puis il arrive proche de 60 ans, puis il spitait ses verses. Même chose pour les gars d'IAM. Moi, je me suis dit, moi, je veux spit comme ça à son âge, c'est ça, genre, ça motive. Même les gars d'IAM, tu sais, qui viennent de faire le show avec l'Orchestre Symphonique de Montréal, tu sais, les gars, ils ont presque 60, là. Imhotep, il y a 60 kek. Shuriken, il a l'âge à ma mère. C'est fou. Tu sais, c'est les gars, ils ont pas l'air de ça. En plus, il paraît que Charlotte a des tracks, là. Il me jasait de ça récemment. J'étais là au show. C'est ça qui me dit. Ils ont une discipline de sport puis physique de vie qui est incroyable, tu sais. Fait que il y a moyen de bien vieillir dans le rap, je pense, tu sais. C'est très possible. Fait que pour ce qui est de la retraite, je pense que c'est plus une question de que t'as plus la flamme, t'as plus la passion, t'es dépassé, ben t'arrêtes, là, c'est ça. Ils ont des saines habitudes de vie. J'étais au FEC, je travaillais dans les loges en arrière quand Wu-Tang est venu. Je pense que ça fait déjà 10 ans. On était là, on avait fait la première partie. Oui, on a fait les 10 ans, c'est moi qui servais la bouffe dans la loge après ça à Wu-Tang, puis ils sont tous végétaliens. Ouais. Ça m'avait vraiment surpris. Moi, j'étais comme, ils mangent des steaks, puis let's go. Mais c'est sûr qu'avec des habitudes de vie de même, vos habitudes de vie, dans des grosses vies comme ça, dans des tournées, est-ce quelque chose qui vous préoccupe ou vous êtes... Moi, c'est les raisons pour lesquelles je bois plus. C'est qu'à un moment donné, ça te pète d'en face, là, la fatigue,
le chilling, la vie de rockstar à chaque jour, là, à un moment donné, c'est comme... C'est sûr que ça pète, tu sais. C'est sûr que... chest sur le stage, toi, fait qu'il faut quand même que tu te gardes un Ouais, petit... c'est ça me donne chaud. Il faut regarder son cardio quand tu fais des shows. Ouais, l'entraînement... Moi, je laisse mon cardio aller, là. Je le sens, là, dans les 10 premières minutes du show, c'est hard, tu sais. Ne serait-ce que pour pouvoir performer sur scène, être à l'aise, être à son 100%, il faut que tu gardes une certaine forme Parce que physique. dans le rap, t'sais. tu bouges beaucoup, là. T'es pas planté devant ton micro. T'es toujours en train d'aller chercher le monde un par un. Ouais, ça bouge. Ça va vite. C'est du sport, tu sais. Puis, ça ressemble à ça, tu sais. Puis, je pense que n'importe qui a des habitudes de vie douteuses à long terme. Ah, tu pognes ton mur, garanti. Même chose au niveau de la nourriture, les loges, tout ça. Moi, ma loge, je la trouve plate en maudit à comparer à Fouki. Lui, il est plus jeune que moi, I guess, là. Les grignotines, le weed, tout ça. Moi, c'est vraiment plate, mon backstage, un petit peu. Sauf si couche tôt. Le sans-alcool, c'est ça. Exactement. Ça doit être quand même tough, se sortir de cette vie de rockstar-là. Il y a peut-être même beaucoup d'artistes qui doivent perdre leur potentiel à cause qu'ils tombent trop deep dans cette... Non, mais je pense qu'à un moment donné, il faut juste que, tu sais, c'est comme... Tu sais, je veux dire, moi j'ai fait mes choix, je vais au gym, je mange mieux, je bois plus, mais le soir, je fais les drinks pour mon équipe, tu comprends ce que je veux dire? J'essaie de pas être l'espèce de boulet que ah non, on peut pas boire, là, non, man, tu sais, faites vos shit quand même, puis moi, je vis ma vie, là, tu sais. Mais c'est vrai que c'est du sport. On était allé voir ton show. Je me rappelle, je pense que c'était au MTLUS. C'était où donc? Ouais. On était allé voir ça avec la gang de Monster. Là. C'était vraiment hot. Là. Puis il y avait du monde en tabarnak. Puis c'était vraiment genre, ça me faisait penser genre. On dirait qu'il y avait comme un vibe. Il faisait bien sombre. Ça faisait rock. Là. Ça faisait rockstar avec les logos Monster. Ouais, il faisait un peu humide. C'était vraiment très hot. Puis genre, ta prestation, c'était fou. Puis il y avait du monde qui arrivait sur le stage comme aux 10 minutes. Là. Je sais pas c'était quoi ce show-là. Hein? C'était mon lancement d'album. C'était ton lancement. Ouais. Avec les Franco et Monster qui présentaient ça. L'année passée, mais c'était un événement à ne pas manquer, puis t'étais là. Fait que... Ouais, non, c'est ça. Puis j'ai pas manqué. J'étais bien content d'être là. Puis justement, ça m'amène à la vie de rockstar. On avait une question pour toi qui est notre question classique de l'émission. Là. On demande ça à tous nos invités. C'est notre segment Eros et compagnie. On veut savoir, premièrement, ça ponctue avec les filles d'être un rapper. Puis deuxièmement, on aimerait ça savoir c'est quoi ta meilleure anecdote de célibataire. De célibataire. Mon anecdote de célibataire. Ça peut être une date qui a mal viré, tu sais, c'est pas obligé d'être... Ça peut être spicy, ça peut être genre, c'est ta carte blanche. J'ai une bonne anecdote, mais c'est pas une anecdote de célibataire, mais elle va quand même être bien. Dernièrement, je peux te la raconter pareil. Oui. Que ma femme a reçu un message d'une femme qui disait que nos enfants étaient ses enfants et qui était sur le point de venir les chercher. Ça, c'est le genre de vie de psychopathe que j'ai dans mon inbox. Mais c'est le genre de choses avec lesquelles je dois dealer chaque jour. T'sais. Fait que là, je te raconte juste, je te remets dedans. Cette fille disait que nos enfants étaient ses enfants et qu'elle revenait bientôt les chercher. Donc, je te laisse un peu imaginer dans quel genre, quelle vibe était. Là, même à l'épicerie, là, je check mes enfants. Là, c'est comme ça arrive vite, ces enfants-là. Ah, j'avoue que c'est fait qu'il ouais, la fille... Je m'attaquerai jamais à tes enfants. Mais non, faut pas. Vraiment pas. Mais, ouais, c'est ça. Puis t'avais-tu déjà couché avec la fille ou c'était à certaines nulle part? C'était pas une vieille histoire qui est revenue, mettons? Pas du tout, non. C'est un message comme ça, mais je pense que c'est juste quelqu'un qui est pas bien sain d'esprit, tu sais, je veux dire, pour écrire à la personne qui a accouché de ces enfants-là, elle-même, que c'est ses enfants, tu vois. Mais j'ai beaucoup de dossiers comme ça qui arrive un moment où on doit gérer ça, là. Puis avez-vous des die-hard fans qui genre des... oui, c'est un peu, tu sais... C'est un peu ça. Ouais. Puis tu sais, ça devient... Parce qu'à un moment donné, là, ça devient big, puis tu sais, je pense que ça vient avec aussi, tu sais. Ouais. Après, il faut que tu deals bien avec ça, tu sais. Je veux dire, il y a des artistes qui se mettent les pieds dans les plats assez vite, tu sais. C'est ça, vous courez après le succès, puis le succès, ça vient souvent avec le fame, là. Fait que c'est ça. Ça pogne ça avec les filles? Être rapper? Je pense que tu sais c'est quoi la réponse. Demande à Claude. Demande à Claude, c'est ça. Bon, mais Chris, ça mérite son cadeau Eros et compagnie. Tu peux faire ça. Ah ouais, c'est moi qui ai un cadeau. T'es le récipiendaire, on s'est dit. Tu veux-tu le voir? Ouais, montre-moi ça. C'est quand même nice pour de vrai. Il s'appelle le Surhomme. Je me suis dit, ça va être bon pour toi. Non, c'est pas un bad plug, tu me fais trop peur.
Le surhomme, ça se trouve à être un? C'est un cock ring, puis genre, ça vibre, puis ça frotte le clitoris de ta partenaire, fait que c'est comme, tu deviens un surhomme, mais si, ça donne un... C'est le même que Steve. OK. Valentina va être bien contente. Ouais, voilà, c'est bon. Ouais, faut que ça, transition du cadeau Eros et compagnie. On va revenir à 7e ciel parce qu'on est quand même là. On va répondre à ta question. Non, ça pogne pas du tout avec les filles et trappeurs. Vraiment pas. Non, ça a pas l'air de pogner partout. Ben, je pense qu'il y a eu un Golden Era par rapport à ça. Je pense qu'on est après le... Ouais, je pense qu'on est après le Golden Era du rapper. Tu veux dire, vous êtes après ou là, tous les rappers sont après le Golden Era? Je pense que les influenceurs ont un game maintenant, là. Ouais, mais c'est que ça l'attire pas nécessairement les bonnes filles. T'sais, moi, ça va faire un bout que je cherche ma blonde, là. C'est facile avec des filles que tu veux pas nécessairement avec soi, là. Ouais, mais tu sais, pour répondre à ta question sérieusement, je pense qu'on est pas mal toutes des blondes puis on s'en calisse un peu. Genre vraiment beaucoup. Fait que, ouais, mais je peux comprendre. C'est ça, ça l'attire pas. C'est pas nécessairement une groupie que tu veux que ça devienne ta blonde. Ah, mais tu sais, toi, le jour où tu vas trouver ta femme, elle va te demander qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu comprends? Elle va pas te dire, hey, c'est toi l'influenceur, ouais, là, tu vas la dater. Elle va te dire, hey, toi, t'es cute. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est là que tu vas. Ouais, puis moi, quand j'ai commencé à dater ma blonde, le fait que c'était un turn-off que je sois connu, puis que j'avais une personnalité publique, tout ça, était comme. Elle, c'était comme, OK, moi, c'est un bémol. Au début, j'étais comme, yes, moi, je veux pas quelqu'un qui est comme groupé de mes affaires. C'est quelque chose que je trouvais super positif. Ouais, ça fait bien du sens. Là. Je pense qu'on est moins big que vous, mais on commence à le vivre un peu, là, justement. C'est sûr que moindrement que tu as un peu de fame, c'est la même réalité. Là. Puis, mais c'est ça, fait que toi, tu l'as rencontré, tu étais déjà connu. C'était-tu un turn-off, une fille qui venait te rencontrer puis qui disait, genre, mettons, qui t'appelait Corias ou qui savait déjà t'étais qui d'emblée? Ça... Justement, non, c'était pas ça du tout le verbe au début. On s'est rencontrés dans des circonstances très humaines qui n'avaient rien à voir avec ma vie publique. Fait que moi, c'est ça. Je pense pas que je serais capable d'être avec quelqu'un qui a une admiration pour moi, tu sais, puis ça m'a jamais intéressé. Ouais, c'est ça, quelqu'un qui sait qui à la base. Ouais. Fait que c'est ça, ma question, 7e ciel, ça fait 20 ans que ça roule. Plus gros label au Québec, c'est un succès fou à travers la province. C'est quoi ta plus grande fierté de la création de 7e ciel depuis 20 ans? Je te dirais que c'est la longévité, d'être là 20 ans après. Mais aussi d'avoir, je pense, d'avoir des relations durables avec les artistes. Puis d'avoir développé des liens d'amitié, de pouvoir un peu agir en tant que grand frère, même si c'est pas ça que je veux faire nécessairement, mais je veux dire, ça se fait naturellement. Je pense que le fit des personnalités fonctionne bien. Puis, tu sais, moi, quand j'étais petit, c'était moi qui voulais être le rapper. J'ai ma route à bifurquer, mais de pouvoir de pouvoir contribuer à voir des artistes bien gagner leur vie aujourd'hui. Puis, tu sais, on est dans la génération actuellement... on est dans la génération qui gagne bien sa vie avec le rap. Puis c'est pas mal la première génération qui gagne bien sa vie avec le rap actuellement. Puis j'aime des fois me dire, sans me péter bretelles, j'aime me dire que j'ai contribué au fil des ans à ce que ça se puisse. Puis il y a beaucoup d'artistes dans 7e ciel. Un gars comme Greenwoods, mettons, tu t'entrevois ça comme une carrière... Tu pars de zéro, tu sais, comme Soulja, tu l'as signé, t'es déjà big, mais lui, tu le prends pas mal du départ, puis tu veux l'amener où? Tu gères ça comment? Ben, tu sais, on veut l'amener le plus loin qu'on peut tout le monde, puis le plus loin qu'il veut aller aussi, tu sais, parce que, je veux dire, c'est encore là, je pense qu'il faut se fixer des objectifs qui sont atteignables. Puis il faut y aller un pas à la fois, tu sais, puis pas trop voir la montagne haute. Parce que quand tu vois la montagne trop haute, c'est là que c'est décourageant, tu sais. Monte tranquillement, puis solidifie tes acquis. Je pense que c'est ça qui est important, tu sais. Puis un nouvel artiste, comme j'ai dit, ça va être de plus en plus difficile à cause de l'offre. Exact. T'sais. Puis quand je dis l'offre, c'est pas juste l'offre musicale, c'est l'offre de contenu en général, tu sais, puis les podcasts en font partie aussi, tu sais, je veux dire, avant, les gens vont aller écouter de la musique, beaucoup de gens maintenant vont écouter des podcasts, puis c'est correct, tu sais, la multiplication d'offres
fait en sorte qu'on est de plus en plus divertis, mais ça devient de plus en plus difficile de se démarquer. Donc, je pense qu'il faut se fixer des objectifs atteignables, puis surtout prendre des moyens de les atteindre. Parce que c'est ça, ça doit être dur de gagner sa vie avec la musique parce que je me demande c'est quoi les sources de revenus. Tu sais, quand tu joues pas à la radio, là, t'as les streams, mais les streams, vous devez pas faire ben d'argent avec ça, à moins que tu streames 3 millions. Quand tu fais du volume, tu sais, ça ramène les streams, là, je veux dire. Au Québec, il y en a qui pourraient gagner leur vie juste avec les revenus qu'ils font en stream. Ben, ça dépend c'est quoi. Tu sais, je veux dire, tu peux gagner ta vie avec des revenus modestes. Ça dépend de ton niveau de vie. C'est sûr, je veux dire, il y a du monde qui sont capables de vivre avec des niveaux de vie assez bas. Puis à ce moment-là, tu peux vivre avec ce que ça va générer. Mais tu sais, je pense que en tant qu'artiste, pour bien gagner sa vie, il faut que tu multiplies l'ensemble des revenus. Donc, faire du show, faire des droits d'auteur, faire du stream, faire placer des fois de la musique en pub ou en télé. Commandite. Ouais. De la commandite. Des pubs pour Maxi. Des trucs comme ça. C'est vrai, t'as fait ça, toi. Mais bref, ce qui est payant, le plus payant, c'est les spectacles, on s'entend. Ouais, c'est là qu'on fait le gros de notre argent. T'as vécu ça comment, signer avec une grosse multinationale comme Monster? Hey, c'était... Puis tu sais, on l'a vu, moi pis Steve, que tu sais, c'est comme ils ont pas envoyé des perches à tous les rappers. Fait que tu sais, on était comme, Chris, c'est cool. Puis après, moi, je connais bien le monde du skateboard, tout ça. Fait que je connais des skaters, tu sais, qui ont déjà eu des commandites Monster, tout ça, des athlètes. Puis là, ben, ce que moi j'ai décroché, c'est une commandite d'athlète. Donc, c'était une première pour moi d'avoir un vrai commanditaire, tu sais, autant qu'ils me supportent en tournée partout. Puis, tu sais, je veux dire, ça a même été, tu sais, je te donne un exemple, tu sais, je veux dire, le MTLUS, là, ben, Monster est revenu pour qu'on ait plus de lumière, tu sais, ils nous ont ramené de l'éclairage de plus, puis des mini-détails comme ça. Puis... On leur a demandé. Ouais, c'est ça. À la sortie du show, il était là pour donner des Monsters. Ouais, ils sont là pour... ouais. Mais bref, c'était, tu sais, je veux dire... un rapper qui décroche une commandite d'athlète, là, on amène le rap ailleurs encore, c'est cool, tu sais. Je pense que peut-être d'autres vont pouvoir en profiter, d'autres que moi, dans les années à venir. C'est ça que je trouve intéressant aussi dans ton parcours, c'est que tu as eu un passé criminel, mais tu as réussi vraiment à avoir de la rédemption, puis il y a des grosses compagnies comme ça qui te font une place. C'est vraiment intéressant, ça. À un moment donné, tu sais, quand question de choix, puis tu sais, quand t'es sûr de ta bebelle, tu sais, tout peut t'arriver, t'es à l'abri de rien. 100%. Puis, tu sais, quand, genre, Martin Matt avait fait... il avait signé avec Maxi, là, il y avait eu quand même, genre, un petit scandale, là. Il y avait du monde qui le traitait de sell-out à cause que c'était, genre, une grosse multinationale. Ouais. Puis moi, je suis pas d'accord avec ça, là, tu sais. By the way, utilisez le code BREAK15 si vous voulez acheter un produit sexuel, mais tu sais, dans le sens, faut que tu gagnes ta vie. By the way, utilisez le code pour acheter un jeu sexuel. Il faut gagner sa vie comme on peut, puis genre, si t'as un brand deal, ben tant mieux, t'as un brand deal, mais... Genre, t'avais-tu peur de ça, que t'allais te faire traiter de sell-out peut-être, puis que c'était pas bon pour ton image de rapper? Ouais, c'est sûr qu'il y a toujours ce questionnement-là, là. Of course. Surtout que moi, j'ai une petite tendance à pas raffoler de la pub en général, puis à savoir comment que ça peut être nocif, puis tout ça, puis que c'est le capitalisme sauvage, je l'ai pas dans mon cœur, tout ça, tu sais, mais faut faire la part des choses, là. Joke, c'est, là. Faut faire la part des choses, c'est ça, exactement. C'est que mon acouphène. Je sais pas c'est quoi, ça. Bref... C'est ça, quand on prend une décision qui est spicy comme ça, là, de OK, moi je fais de la musique dans la vie, là je m'en vais faire de la publicité. Faut que tu sois prêt à la critique, mais le projet, je le trouvais aussi intéressant puis emballant. J'étais comme, nice, ça va être nice. Le projet me tentait vraiment. C'est ça. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, ça te sort pas de ton. Tu sais, t'étais pas là à faire une pub de Toyota. Non, c'était moi. C'était toi, ben ouais, c'est ça. Tu sais, la joke, c'était. Martin il essaie de me suivre, mais le fuck all, tu sais, le ton, il était pas mon oncle, il était vraiment comme actuel, tu sais, puis Guillaume, celui qui a fait de la pub pour LG2, il est incroyable, tu sais, c'est vraiment un gars vraiment talentueux, tu sais, puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça, puis faut dire aussi, je nomme pas de nom de compagnie, tout ça, on a déjà eu des offres avant que moi, j'ai choqué, j'ai fait, je vois pas là parce que ça me tente pas d'être associé à tel genre de compagnie, tout ça, tu sais. Fait que si on le dit pas publiquement, tu sais, on va pas dire « Hey, je me suis fait offrir ça », puis tu sais.
Mais Ouais, puis des fois, la c'est proposition est moins intéressante dans le sens. Là, tu sais, quand c'est Martin Matt qui t'approche, tu sais que ça va être une joke. Donc, tu sais, si les gens pensent que Corias est sérieux en faisant quelque chose avec Martin Matt, c'est eux autres là, qui comprennent pas. Là, ça a été comment de travailler avec Martin Matt? Ben, c'était une des raisons pourquoi j'ai embarqué dans le projet aussi, parce que lui, je l'ai déjà croisé quelques fois. Ça. Puis même no show. À l'Hostie Tour avec À la Claire, où on a fait un tour avec eux, mais j'ai une photo backstage avec lui, il était venu avec ses enfants, ça, parce que ses enfants ils aiment beaucoup le rap keb. Puis le gars, il est tellement smart, je le respecte beaucoup. Puis c'était vraiment, pour vrai, c'était drôle, tu sais. On a passé une nuit dans un maxi à tourner ça, puis on a eu des fous rires, là. On a vraiment, vraiment bandé, on a eu du fun, on a vraiment rigolé. Fait que c'était all over une expérience vraiment positive que je regrette fuck all, là. Fait que, ouais, c'est ça. Tu ferais-tu de la pub, Ken Lose? Ou t'en fais-tu? Moi, je suis un gros gars de pub, là. Non, ben ouais, c'est arrivé. Tu sais, c'est pas... Moi, je puise dans l'héritage de mon éducation là-dessus. C'est comme... Je marche ma dignité avec ça. Comme il a dit, t'acceptes pas tout, tu vas discuter décision par décision. Puis pour moi, il n'y a pas de sous-métier, là. Tu sais, à la base... comme il a dit, je veux dire, on a fait d'autres jobs avant, man, que ce soit dans le street ou un 9 to 5 ou whatever. Puis c'est comme, il n'y a pas de sous-métier, man. Une journée, tu fais... Moi je m'inspire beaucoup de... J'ai work dans la construction, so... Quand t'es dans la construction, man, une journée, tu poses un balcon dans une maison de riche. L'autre journée, tu fais de la garnotte, puis it's the same job, tu vois ce que je veux dire? So, il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme... Tu payes tes billes. Des fois, ça pousse aussi à être plus sauvage quand tu reviens à ton propre shit. Quand tu fais des trucs de contrat comme ça, là, tu fais plus la demande qu'on te demande, right? Puis après, quand tu reviens à ton propre shit, on dirait que tu as envie d'être plus sauvage là, avec ton truc. So, ben, ça peut donner des beaux morceaux comme la tune sur le recyclage que vous avez faite avec À la Claire. Ben oui. Non, sans nice, honte. Là. Je te dirais même au niveau solo, une track que j'ai faite qui est de, c'était une commande d'occupation double. Puis finalement, ce qu'on a développé au fil du temps, c'est de se dire, t'essayes, c'est pas toujours facile, right, selon le client, mais t'essayes de dire, en plus, je fais un track que je peux feel moi-même, tu sais. So, quand tu réussis ça fait comme un 2 pour 1. C'est comme, finalement, c'est une track que tu fais, puis t'es comme, yo, c'est bon quand même, là. C'est pas toujours possible, mais... Non, c'est ça. Ça me fait penser, Fouki, c'est lui qui aurait fait de la tune d'OD. Hein? Moi, j'ai pas écouté OD cette année, là. Ouais. Ça, mettons, selon des artistes, c'est-tu un bon move d'avoir fait la tune d'OD ou c'est comme de... Tu vois, ça dépend qui l'a fait, puis Fouki, ça fonctionne super bien. Ça fonctionnait, ouais. Ouais, c'est ça. Si c'était Soulja qui a fait ça. Exact. Là, t'aurais peut-être dit, t'es rendu mainstream. Moi, je vais te dire, hey, t'as changé. Moi, je suis pas d'accord avec Steve. Je suis sûr que ça marcherait, man. Soulja, OD, je suis sûr que ça marcherait. Oui. I love you so L'édition much. rugged, là. OD à... Yes. À Guantanamo, mon OD gars. en Basseville, là. Les yeux ont croisé les miens. Ça aurait été la meilleure décision. Ce serait drôle à attendre. La culture du diss track au Québec, ça existe-tu encore, ça? Au States, il y en a plein. On dit au Québec, il y en a pas. Il y en a moins, je pense. Il y en a déjà eu plein. Il y a juste moins de beef. C'est ça. Il y en a de temps en temps. Il y en a un dernièrement. Il me semble que c'était Raccoon. Raccoon avec... il y a un petit beef avec... c'est qui donc? Cupidon. Cupidon, voilà. Exact. Ouais. Mais tu sais, ça arrive de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui est ici. Ça arrive, là, mais tu sais, c'est vraiment très ponctuel. C'est pas quelque chose... Il n'y a pas une culture qui s'est bâtie autour du diss track ici, à part dans les Word Up. Tu sais, les Word Up, ça a été même, je pense, c'est quelque chose qui a contribué à faire connaître le rap ici. Absolument. Puis qui a même créé des mouvements en dehors du Québec. Mais c'était amical, tu sais. Puis... Ouais, c'est du roast. Les Word Up, c'est drôle, on a déjà parlé avec Manifest tantôt. C'est du... Le battle rap, c'est du roast. Tu y vas là en connaissance de cause, en sachant que si tu vas te faire roaster, que tu vas roaster l'autre, que tu te serres la main après, c'est tout dans une fraternité. Pour la plupart, il y en a qui c'est des vrais beefs, mais pour la plupart, c'est ça. Mais un diss track, c'est vraiment une vraie animosité entre deux personnes. Ça reste quand même différent, mais c'est ça. Mais il y en a quand même de temps en temps, mais
Peut-être moins qu'aux States ou c'est ça. Je sais pas, il y a peut-être aussi les rappers d'un certain niveau. On n'est plus tant là-dedans non plus. Là. Ouais. Moi, si j'avais un conflit avec quelqu'un, là, je serais pas vraiment porté à aller au studio faire un diss track. Là. Je pense que je me vois plus faire ça, mettons, à mon âge aujourd'hui. Mais c'est ça. Mais même les rap... il y a des sneak diss des fois dans des chansons, par-ci par-là, ça existe. Là. Tu connais. Les sneak, des petites pointes, des sneak diss, il y en a tout le temps. Là. Des fois, vous le décodez pas, mais moi, j'écoute un album, je dis « Oh shit, ok, il l'a dit! » Ben oui. Ça serait quoi, Corias, ton featuring de rêve que t'as pas encore fait? Un feat avec Steve pour qu'il gagne un Félix, peut-être enfin. J'espère que t'as de l'argent. Toi, Kenlo, ça serait quoi ton featuring de rêve? Hey, man, en mode rap, là. Peu importe. Peu importe. Oh, ben là, man, god damn. Hey, c'est pas facile, ça. Kanye. De Kanye. Ah, ouais, Kanye, je suis down. Ouais. Kanye. Genre, Kanye, live, Ben là. moi, je le verrais. Yo, Ça fait longtemps que je connais bien, Kenlo, rap, puis man. même là, je le voyais dans ma tête, j'étais comme moi. Kenlo avec Kanye, ça serait... Ouais, non, tu vois, j'aurais pas pensé, mais Kanye, je suis down, je relate avec le personnage. Tu fais des beats, hein, Kenlo aussi? Tu fais des beats? Ben oui, bien sûr. Oui, c'est genre un des meilleurs beatmakers. Ouais, tranquille. Non, je fais des beats. Je faisais plus de beats avant. Là, je produis un peu des fois sur mes tracks, mais non, j'aime bien le côté, tu sais, comme que c'est plus, tu sais, on aborde des sujets pas toujours, tu sais, en surface, en mode... que ça ait quelque chose qui brasse un peu là, les idées, tu vois ce que je veux dire? J'ai toujours aimé les rappers qui vont un peu plus profond comme ça. Kanye, Andre 3000, tous ces gars-là, man. Moi, mais pour cette question-là, je pensais plus au Québec, là, mais genre, at large, moi, je pense que si, mettons, j'avais une collab de rêve, j'irais plus vers un beatmaker, genre. OK. Genre... mettons, qu'un rapper, là, je pense que j'irais plus genre dans les gros beatmakers qui m'impressionnent. Ou genre... Peut-être moins dans mes cordes, mais je dirais, mettons, un genre Pharrell. Ah, ok. Travailler avec quelqu'un comme ça ou genre avoir un DJ Premier Beat, genre, ce serait malade, quelque chose comme ça. Ou whatever, je sais pas, man. Un paquet de beatmakers que j'admire, mais quelque chose comme ça. Puis toi, Soulja? Travis Scott. Ah ouais, J'aime beaucoup Travis. Travis Barker. Travis Barker, man, aussi. Tous les Travis. For real, il y a 2-3 jours, là, j'ai repartagé le Travis Barker après son show. Il saignait de partout. Il s'est ouvert comme il restait 10-15 minutes, puis le sang giclait partout. Puis ça m'est arrivé avec mon drummer il y a quelques temps, puis je parlais avec mon drummer que j'étais comme, man, un jour, peut-être qu'on va pouvoir avoir, tu sais. Tu sais, des fois, les connexions, ils se passent humainement. Le reste de la nuit, on sait pas ce qui arrive. Puis yo, tu finis en studio avec telle personne. Puis quelque chose qui se cook. Mais Travis Scott, Travis Barker, ça serait... Nice. Nice. Ça fait-tu le tour? Ben, je sais pas, c'est toi qui as l'iPad, là. C'est moi qui ai le pad. Ben, moi, j'ai pas mal fait le tour de mes questions. S'il y en a d'autres, mais je sais qu'il faut que tu partes dans genre 10 minutes sur le jeu. Fait que je pense qu'on peut peut-être faire la conclusion. Ouais, y avait-tu un sujet qu'on n'avait pas couvert que vous aimeriez parler ou... Ouais. La disparition des singes. Je pense qu'on pourrait parler du conflit israélo-palestinien. Ouais, ça brasse, c'est un site, hein, la bande de Gaza. Parce que je suis pas équipé pour parler de ça. Bon, ben, let's fucking go. Je pense que c'était tout pour nous. Un gros merci pour votre temps. Pour vrai, ça a été vraiment un bon interview. Merci à vous. Ouais. Yes. Party Let's fucking go, mes petits minous. C'est le 20e anniversaire, le 10 novembre. Les boys ici vont être là pour vous donner un esti show. Fait que vous voulez pas manquer ça. Les billets sont dans la description. Merci à Soulja, Steve, Corey et Kenlo d'Alaclaire ensemble. Oubliez pas d'aller vous abonner à la page YouTube Break 15 si t'as envie de te masturber sur erossetcompagnie.com, baby! Ça fait le C'est fucking chier qu'on manque votre show, par exemple. Ouais, on avait vraiment aimé ça être là. On s'est fait inviter par Monster à UFC. 30e anniversaire de la UFC au Madison Square Garden. À New York, quoi. Ouais, c'est ça. On est là du 8 au 12. Fait qu'on était genre tabarnak, ça tombe direct pendant le show. Ça fait fou. Mais c'était pas comme nous autres, c'est le 10 novembre que ça se passe. Il reste encore quelques billets, mais là, ça achève. Fait que dépêche-toi, puis va acheter ça sur le site internet. Sur le site internet, tu peux aussi aller acheter notre... Non, c'est pas vrai, je recommence. Tu peux aller voir sur le 10 novembre... tabarnak, mon outro est rough.
Je voulais juste faire une plug pour notre Patreon. Là. C'est le forfait Les Vacances du Quai. On fait tirer 250$ à toutes les semaines. Viens donc nous encourager, ça va nous faire bien plaisir. Puis on se revoit la semaine prochaine. Yep! Peace out. Un break. Prends un break.